Si vous suivez la voile de compétition, le nom de Paprec, premier acteur du recyclage en France, vous est forcément familier. Sponsor depuis 2 décennies de marins engagés dans les plus grandes courses, Paprec est désormais aussi partenaire principal de la Solitaire du Figaro et de la Transat en double Concarneau-Saint-Barthélemy, rebaptisée Transat Paprec, une transat qui va se courir en double mixte. L'entreprise n'investit pas dans la voile par hasard, c'est le fruit d'une tradition familiale. Jean-Luc Petit-Huguenin, le fondateur, découvre la voile sur un First 235. Sébastien, son fils aîné, directeur général du groupe, le convertit à la course, fêtant même ses 40 ans en participant à la Solitaire du Figaro en 2018. Mais si Paprec s'affiche aujourd'hui dans la voile de compétition, ce n'est pas qu'à cause de la passion des patrons, c'est aussi parce que les valeurs de la course font écho à celles du groupe, la ténacité, l'humilité, l'adaptabilité. Des qualités indispensables à terre comme en mer. Bonjour, vous écoutez Into the Wind, le podcast des marins qui font des phrases. Into the Wind est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires, en français et en anglais, des podcasts, des événements, des formations ainsi qu'un festival du film et un studio de production de contenu que vous pouvez retrouver sur tipshaft.com. Je suis Pierre-Yves Lotrou et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode d'Into the Wind. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Into the Wind. Alors, c'est un épisode très particulier puisque c'est le 100e épisode d'Into the Wind et on va revenir très rapidement sur l'historique tout à l'heure. Mais c'est un épisode sans invité. Je suis tout seul devant mon micro avec un écran d'ordinateur et puis près de 70 messages vocaux que vous nous avez envoyés sur un groupe WhatsApp qu'on a créé spécialement pour l'occasion. Donc ce 100e épisode va être plutôt une auto-interview, une interview via vos messages vocaux, où je vais essayer de répondre à toutes vos questions. Donc voilà, c'est un dispositif un petit peu spécial, j'espère que ça va être fluide et que je vais réussir à répondre à toutes vos questions et que ça va être assez vivant. Je les ai écoutés rapidement, très rapidement, je les ai pas toutes en tête, on va les diffuser et y répondre dans l'ordre d'arrivée. Je pense qu'on va faire 2 épisodes parce qu'il y en a 70, donc ça fait quand même beaucoup de réponses. Et si on veut développer un tout petit peu, je pense qu'on va faire 2 épisodes, un ce vendredi et un le vendredi suivant. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce dispositif ? On est assez touché de voir qu'il y a eu autant de questions. Elles sont très variées, il y en a qui sont très simples à répondre, d'autres qui sont un peu plus compliquées. Mais je vais faire de mon mieux pour y répondre. Avant tout, je voudrais remercier d'abord nombreux de nous écouter depuis 6 saisons, depuis octobre 2018 et le premier épisode avec Charles Caudrelier. Et ensuite, je voudrais vous raconter très rapidement le contexte dans lequel existe ce podcast Into the Wind, et puis qui est à la manœuvre derrière. La première chose, donc, si vous ne le savez pas encore ou si vous n'écoutez plus les intros d'Into the Wind, Into the Wind, ça n'est évidemment pas que moi, Pierre-Yves Lotrou. Il y a toute une équipe qui le produit et surtout, il est produit dans le cadre d'un média spécialisé dans la voile de compétition qui s'appelle Tip & Shaft et qu'on a créé en 2015 avec Axel Cabron et on a été rejoint par Frédéric Chevance en 2020 et aujourd'hui on est 3 associés à le diriger et il y a toute une équipe derrière. Alors pour la partie communication et marketing, c'est Violette Jonot qui s'en occupe, qui fait le design de toutes les pochettes de podcast, tous les petits visuels de podcast, et qui est à la manœuvre sur toute la partie graphique de Tip & Shaft. Pour la partie événement, c'est Hermine Fléchy et Alexis Yvonneau qui s'occupent du Sailors Film Festival et qui s'occupent également de Tip & Shaft Connect, qui est notre conférence professionnelle. Et puis basé à Marseille, nous avons Sébastien Scotto di Fassano, qui est l'un de nos grands sportifs, pardon. Sébastien a fait 2 préparations olympiques. Il est double ou triple finisher de la Race Cross France, qui est une course de vélo, et puis il prépare le prochain UTMB Mont Blanc. Et Sébastien, c'est le responsable commercial de Tip & Shaft. Donc c'est lui qui vend la pub et les partenariats. Je vous ai parlé de mes 2 associés. Axel Cabron s'occupe de toute la partie éditoriale. Et Frédéric Chevance, lui, s'occupe de toute la partie business développement. Et Fred est des 3, Fred est celui qui a une vraie expérience de l'entreprise. Nous, avec Axel, on est plutôt les saltimbanques au départ. Voilà, et Fred a fait une longue carrière dans l'audiovisuel. Et puis, nous avons
Carlos Ferrer Fernandez, qui est notre chef de projet trail, puisqu'on s'est diversifié dans le trail il y a un an, quasiment pile un an. Carlos, lui, est basé à Paris, comme Axel. Et je précise au passage que Fred, lui, est basé au Portugal et bientôt en Espagne. Et Carlos, voilà, s'occupe de toute la verticale trail avec Axel sur la partie de trail. Et puis, évidemment, on a beaucoup de freelance qui nous aident pour la partie édito, que ce soit sur Tip and Shaft ou que ce soit sur Mine & Stone. C'est comme ça que s'appelle la nouvelle verticale trail. Et puis en fait, ce podcast n'existerait pas s'il y avait pas un garçon qui était installé à la Réunion et qui sera le premier à écouter cette bande, qui s'appelle Grégoire Levillain, qui fait toute la post-prod de tous les podcasts qu'on fait. On en fait beaucoup, hein. Il y a des épisodes hebdo que vous connaissez, comme Pause Report. Et puis il y a un podcast qu'on a lancé il y a 2 ans avec Hélène Cougoul qui s'appelle Navigante, autour des femmes qui font du bateau. Voilà, c'est lui qui post-produit, donc il reçoit des bandes, quelquefois pas en très bon état, quelquefois mal enregistrées, avec des voix qui sont trop hautes ou trop basses. Voilà, il fait tout le travail qui fait que à la fin on essaie de sortir une bande avec un son correct. C'est pas toujours facile parce que les conditions d'enregistrement sont pas toujours optimum, mais on essaye de faire au mieux, notamment sur les podcasts qui sont enregistrés à distance. Et pour Into the Wind, c'est assez rare que ça soit enregistré à distance. La plupart du temps, on reçoit les invités en réel. Donc voilà, en gros, le contexte. Si je dois développer un tout petit peu sur comment Into the Wind est construit, on choisit les invités assez souvent en dernière minute. Donc quelquefois c'est un peu tendu, quelquefois ça nous arrive plusieurs fois d'enregistrer le vendredi matin pour une post-production le vendredi après-midi et une mise sur les réseaux à 17h. Donc c'est un produit ultra frais. Donc on choisit souvent au dernier moment, quelquefois on essaie de le planifier un petit peu, mais c'est pas toujours évident. En général, 15 jours avant, je commence à me réveiller en disant mince, c'est qui a au planning. Donc voilà, en gros, comment se passe la gestion des invités. On a assez peu de contacts entrants, c'est nous qui allons chercher les gens. C'est le fruit, il y a pas mal de questions sur les invités, donc je développerai un peu plus tard, mais c'est souvent le fruit de circonstances, de compromis, de dire tout à coup, mais oui, mais tiens, lui, on lui a jamais demandé de venir, ou tiens, lui, il vient de finir une grande course, c'est le moment de le faire parler. Donc voilà, je reviendrai un peu plus tard sur le critère des invités. Et puis dernière chose que je voulais vous dire autour de Into the Wind, c'est que c'est un podcast, c'est aussi un produit économique. Tip and Shaft, c'est pas juste une newsletter, un festival du film, des podcasts, c'est des produits qu'on essaie de commercialiser parce qu'il y a des salaires à payer. Et donc il y a des partenaires, il y a eu de nombreux partenaires différents. Et aujourd'hui c'est Paprec, voilà, qui est un grand sponsor de la course au large, qui est le partenaire d'Into the Wind depuis déjà plusieurs saisons. Donc voilà, merci à eux. Au passage, voilà, c'est des produits éditoriaux qu'il faut financer. Voilà, et ben on va prendre la première question. Je les prends dans l'ordre. Il y a pas vraiment de hiérarchie. Et puis j'ai rien préparé, j'ai rien écrit en avance. Donc on va les prendre comme ça au fil de l'eau. Donc je pense que j'aurai certaines réponses qui seront un peu charpentées et d'autres qui le seront un peu moins. Et peut-être que je vais me répéter, mais voilà, c'est le jeu de la conversation et du format très spécial de ce numéro 100. Allez, on y va avec la première question. Bonjour Pierre-Yves, c'est Titouan de Tahiti. Et je voudrais savoir qui est le marin qui t'a le plus étonné, pour lequel tu avais le moins d'informations sur tes fameuses petites fiches. Merci beaucoup, à bientôt. Étonné est le terme qui convient, parce qu'en fait, comme je bosse, comme vous le savez, je prépare une petette fiche la veille au soir ou l'avant-veille au soir. Donc j'arrive et je connais quand même pas mal l'histoire des gars. Je suis pas surpris, et puis j'y vais, franchement, j'y vais avec la meilleure volonté du monde, hein. J'y vais pour écouter les histoires, j'y vais pour être surpris, j'y vais pour apprendre des choses, pour passer un bon moment. Donc j'ai souvent passé des bons moments. Après, il y a des garçons qui m'ont pas étonné, il y a des garçons et des femmes qui ont été conformes à leur réputation. Je pense à un Pascal Bidégory ça a été un épisode assez incroyable. Je pense à un Jacques Carès. C'est l'épisode 14 qui s'est mis à raconter ce qu'on n'avait jamais raconté de l'intérieur, c'est-à-dire la mutinerie sur la Poste pendant la Whitbread 94, où
où je sais pas, il y a eu des moments très très forts, mais c'est pas l'étonnement qui est le terme qui convient. Il y a eu des moments d'émotion. C'est surtout ça qu'on peut souligner. Il y a des moments d'émotion avec Thomas Ruyant, avec Bernard Stamm, où tout à coup les gars se mettent à raconter des histoires qui arrivent de nulle part, et là je suis scotché. Je reviendrai peut-être dessus, mais le podcast avec Marc Guillemot, où on finit à 21h le soir après 4 heures d'enregistrement, et où il raconte 40 ans de carrière et des moments très durs. Marc a été à bord de bateaux qui ont perdu des hommes, ce qui se fait rare aujourd'hui, et ça, c'était des moments très très forts. Donc étonné, je saurais pas dire. Et puis je vais être quand même. Il y a beaucoup de questions autour de le plus, le moins, etc. Et je vais être malin. Hein. Je vais pas donner trop de noms, ou j'en donnerai plusieurs pour pas qu'il y ait pas de hiérarchie, et que je ne vexe personne. Bonjour Tip & Shaft, Sébastien de Toulouse. Bravo déjà pour votre saison. Justement, quel est le moment voile qui vous a marqué cette année? Et qu'est-ce que vous attendez pour la saison prochaine? Merci, à bientôt. Alors merci Sébastien. Écoute, je crois que les arrivées de l'Arkea Ultimate Challenge ont été assez fortes. Moi je les ai trouvées très fortes parce que il y avait un contraste assez saisissant entre l'état des gars à l'arrivée, et donc c'était très marqué, hein, très très marqué, hein, les visages étaient très marqués, les barbes étaient fournies et épaisses, et on sentait bien que c'était pas tout à fait une course comme les autres. Et il y avait un contraste entre ça, ce qu'ils ont vécu, et ce qu'on a pu en saisir, c'est-à-dire qu'il y a eu assez peu de communication, et beaucoup de la communication de la course a été très très maîtrisée. On a eu peu d'infos sur ce qui s'est réellement passé, sur les avaries, les difficultés, et donc j'ai trouvé que leur visage trahissait la difficulté de la course, qui n'avait sans doute pas été assez mis en exergue par la communication. Donc pour moi c'est un peu ça pour le moment, en termes de ressenti, cette arrivée à Brest avec la foule, et c'était assez beau. Après voilà, souvent les arrivées de course c'est quand même des moments assez impressionnants, mais voilà, cette course était quand même pas tout à fait comme les autres, et moi j'étais à l'arrivée de Charles Caudrelier, et c'était assez émouvant. Voilà, un tour du monde en solitaire ne se galvaude toujours pas. Et alors pour ce qui est des moments voiles à venir cette année, je ne sais pas que choisir entre le dernier board portant dans la medal race, qui enverra des Français tout en haut du podium des Jeux Olympiques, la manche qui décidera du nouveau du nouveau détenteur ou pas de la Coupe de l'América, et les conditions du départ du Vendée Globe. Voilà, je pense que c'est vraiment une année hors norme. C'est la tempête parfaite avec toutes ces épreuves en même temps. Donc on verra. Il y aura peut-être trois moments très très forts, et j'attends les jeux avec impatience. Parce que je pense qu'il peut y avoir des moments assez mythiques en préparation. Salut Pile, c'est Sébastien de Marseille. Moi je voulais savoir une chose. On voit que tes invités ont tendance à parler sans filtre et à beaucoup se livrer dans les épisodes. Est-ce que il y a l'un d'entre eux qui, après enregistrement, t'a dit en fait ça, est-ce que tu pourrais pas le retirer en post-prod, je suis allé un peu loin, ou ça j'aurais aimé pas le dire, enfin voilà, un truc comme ça. Merci. Eh bien, Sébastien de Marseille, que je crois avoir reconnu, c'est une excellente question. On enregistre dans les conditions du direct, et le deal est clair avec les invités. Je leur dis souvent, je pose toutes les questions que j'ai envie de poser, et tu n'es pas forcé d'y répondre, et il suffit de dire j'ai pas trop envie d'en parler, et on y passe. C'est un podcast bienveillant, c'est pas une interview du matin sur France Inter. Mais on a eu très très peu, et il faudrait que je fasse un effort pour me souvenir de modifications qu'on a fait, de coupes qu'on a fait à la sortie. Alors je vais pas donner de nom, mais alors maintenant ça me revient, j'en ai eu une, parce que c'était un peu touchy, parce que c'était un invité qui était dans l'actu assez chaude, et qui avait des choses à annoncer, et qui a parlé un peu trop vite et avant le timing de communication. Du coup on a dû faire un tout petit peu de haute couture sur des sujets un peu vol international. Et puis on en a eu un autre un peu plus drôle. Juste, on a fait allusion à sa terrasse qu'on venait de visiter avant l'enregistrement, et
Et il l'avait pas déclaré à la mairie. Donc du coup, on a enlevé l'allusion à la terrasse dans l'enregistrement. Voilà, mais sinon, on joue le jeu. Hein, c'est enregistré dans les conditions du direct. Et puis ils ont le temps de répondre et de construire leurs réponses. Donc il y a personne n'est pris au dépourvu. Mais ils ont cette sécurité là au cas où si tout à coup ils sont allés trop loin ou si ils se disent qu'il faut l'enlever. Mais j'ai pas eu de demande à part ces deux épisodes là. L'un pour des raisons plutôt de maîtrise du timing et l'autre plutôt pour des raisons urbanistiques. Et puis après on enlève quand quelqu'un demande à faire une petite pause pour aller aux toilettes, ou on enlève quand il y a une livraison Amazon pendant l'enregistrement ou ce genre de choses. Bonjour Pierre-Yves et bonjour Into the Wind. Bravo pour ces 100 podcasts. J'avais une question. Je suis Maxime de Nantes. J'avais une question, Pierre-Yves, s'il y avait 3 moments à retenir, 3 anecdotes qui t'avaient scotché, qui faisaient que tu devenais complètement spectateur de l'interview et de l'échange que tu menais. Quels étaient-ils s'il y avait 3 moments à retenir? Alors ça c'est une question compliquée parce que des moments comme ça il y en a eu beaucoup. Je me souviens pas de tous les moments au bout de 99 épisodes, c'est parfois compliqué. Je me souviens d'enregistrer dans l'épisode avec Thomas Ruyant où Thomas fait le récit du sauvetage de son bateau et l'émotion monte et puis je vois dans sa voix qui chevrotte un peu, et je vois dans ses yeux qu'il semble que le moment est non pas dur, mais il est ému à l'idée de se souvenir de ce moment-là, et ça se sent, et du coup je suis pris aussi par l'émotion. Donc c'est un moment assez fort, et je connais très bien Thomas. On a couru ensemble, on est voisins, et nos familles, nos enfants sont copains. Enfin bref, je le connais très bien. Et donc c'est un moment assez fort. Le deuxième moment, je vous conseille de réécouter l'épisode avec Bernard Stamm, où il raconte le naufrage de son IMOCA au retour d'une Transat Jacques Vabre, et il raconte son propre sauvetage et l'hélitreuillage, son hélitreuillage quand l'hélicoptère vient le chercher, et qu'en fait il y a trop de mer, et donc il raconte avec beaucoup de détails et en même temps avec une simplicité et un accent suisse un peu traînant, et il met pas d'emphase dans la manière de raconter, et il raconte juste qu'il lit dans le regard du plongeur qui est accroché au filin, il lit la peur. Et il y a 10 mètres de houle, donc le gars Bernard descend dans la houle quand la vague passe, et remonte quand la vague remonte. Mais le gars est suspendu à son filin, reste en stationnaire, donc il le perd de 10 mètres à chaque fois, quoi. Et le récit où ensuite il est écrasé contre le bateau, il entend ses côtes qui cassent et tout, le truc est assez terrifiant. Et surtout ça vient au bout de 2h30, quoi. On commençait à fatiguer. Voilà, donc ça c'est 2 moments qui me reviennent comme ça, mais il y en a beaucoup d'autres, hein. Et pour en parler au moins une fois, ça n'arrive que parce que on est sur un format long, et c'est la grande vertu de ce podcast, c'est que il n'y a pas d'autre endroit où les marins ont autant de temps pour s'exprimer, raconter des choses complexes, détaillées, sans aucune contrainte de timing. Voilà, et moi, et pareil pour moi, il n'y a pas d'autre endroit où j'ai autant de temps pour poser des questions, et toutes les questions que j'ai envie à un marin. Et ça n'est que grâce à cette longueur-là que qu'on parvient à ces moments très particuliers. Voilà, je pense que ça ne marcherait pas du tout sur un format 30 minutes, 45 minutes, ou même un format avec une butée. C'est ça qui fait je pense que c'est ça qui fait la qualité première de ce podcast, c'est que on a le temps, et donc on peut construire des réponses compliquées, mais des questions compliquées. On a le temps d'aller au bout, et c'est comme ça que naît aussi une certaine intimité et une certaine authenticité. Bonjour Into the Wind. Bravo Pierre-Yves et toute l'équipe pour tous ces podcasts. Je suis Maxime, fidèle auditeur de Nantes. Je me posais une question. Quel était le cadre le plus improbable dans lequel tu as pu enregistrer un de ces podcasts? Merci et bravo pour tout. Merci Maxime, et merci pour cette deuxième question. Je pense t'avoir reconnu également. Écoute, y a rien de saugrenu.
le podcast avec Bernard Stamm que j'évoquais tout à l'heure était dans un endroit. Il a un moulin près d'une rivière. On était en plein hiver. C'était à peine chauffé. Et moi, au bout de 3 heures, j'avais froid. J'avais vraiment très très froid. Et lui était en t-shirt. Et on entendait l'eau qui coulait dans la rivière à côté. C'était en plein hiver. Il avait beaucoup plu. Donc ça, c'était étonnant. Et j'ai un souvenir de podcast aussi avec Vincent Rioux, où là, pour le coup, c'était vraiment compliqué du point de vue audio parce qu'on enregistrait sur une table en carbone dans un Algeco vide. Donc je pense que comme chambre d'écho, on fait pas mieux. Mais on s'en était assez bien sorti à la post-prod. Voilà. Puis on a fait ça aussi sur le bateau des parents de Sam Davies tout au début d'Into the Wind. Donc ça, c'était assez sympa. Avec ses parents qui étaient là et qui rentraient de faire les courses et qui préparaient le déjeuner. Voilà. Mais sinon, c'est souvent plutôt dans leur maison. Quelquefois au chantier, mais j'essaye d'éviter le chantier parce que du coup ils peuvent être accaparés par des questions, par le timing, par le rendez-vous suivant, alors que quand ils sont chez eux, ils sont dans un cadre bien différent et un peu plus cosy, quoi, et donc c'est plus propice à l'interview en longueur. Bonjour Into the Wind, salut Pierre-Yves, c'est Cricri 56 22 85. C'était pour moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir quel est le marin ou la personnalité vivante ou décédée que vous auriez rêvé d'interviewer. Alors c'est une question qui revient souvent. Évidemment que si Eric Tabarly était vivant, j'aimerais bien lui poser des questions. Je pense que ce serait pas évident parce que c'était pas un mec facile à interviewer. Voilà, Cola ou même je sais pas Magellan, voilà, des mecs comme ça aurait été incroyable. Ou Florence Artaud. Je pense que Florence Artaud, ça aurait fait un numéro de Into the Wind mythique. Hélène MacArthur, voilà, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens qu'on aimerait faire. Alors vous allez voir, je crois qu'il y a pas mal de questions sur Olivier de Kersauzon. Voilà, c'est en discussion, par exemple. Voilà, après si on fait tous les gens qui sont décédés, il y a beaucoup de marins et de femmes marins qu'on pourrait interroger. Toujours Cricri 56 22 85. Moi, il y a un Into the Wind dont je rêve, et je pense qu'il faut se presser. Alors c'est un Into the Wind en anglais avec Dennis Conner. Car ce bonhomme, dont la tête est passée quand même très très près d'être déposée sur un plateau au New York Yacht Club, a juste fait un comeback incroyable en allant rechercher cette coupe. Donc quand est-ce que vous allez interroger Dennis Conner? Et c'est urgent. Merci Cricri pour cette deuxième question. Écoute, j'ai une vraie interrogation sur les podcasts en anglais, enfin dans une autre langue que le français. Si vous écoutez des podcasts, il y a très peu de podcasts longs qui sont doublés, c'est-à-dire un peu le matin comme à la radio, vous avez une interview où la personne répond en anglais et par-dessus vient se caler la langue de l'interprète. Je pense que c'est un format qui ne se supporte pas sur le long. C'est agréable à écouter sur un quart d'heure d'interview, mais ça ne fonctionne pas sur le long parce que justement il n'y a pas l'intimité et l'authenticité qui existe quand on parle dans sa langue natale. Et il y a cette surcouche, d'interprétation. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'après il y a un clair problème. Il y a un budget qui est assez significatif parce que c'est un vrai métier et que c'est un métier compliqué. D'autant plus qu'on enregistrerait, enfin que ça serait une interprétation qui se ferait pas en direct. Donc c'est quelqu'un qui écouterait la bande, qui du coup replaquerait sa voix par-dessus en écoutant la bande. Enfin voilà, c'est beaucoup plus compliqué à mettre en œuvre que ça ne paraît. Et puis par contre pour tous les podcasts dans une autre langue, je pense que d'ici peu de temps, mais quand je dis d'ici peu de temps, je pense que c'est dans 6 mois ou dans 1 an. Hein, je sais que Spotify par exemple propose déjà d'écouter un podcast dans une langue étrangère avec la voix de l'interprète, mais traduite par une IA, quoi, avec les intonations et tout. Donc je pense que c'est plutôt ça la voie vers laquelle on se dirige, et donc on pourrait faire des interviews dans n'importe quelle langue et faire parler Dennis Conner en français avec la voix de Dennis Conner. Voilà, mais sinon,
je pense que dans le modèle qu'on a actuellement, c'est des choses qui sont vraiment compliquées à mettre en œuvre. Et Dennis Conner par Andy Robertson, ça aurait de la gueule. Voilà, merci Andy Robertson, c'est journaliste écossais, légende de la voile, avec qui on a longtemps travaillé, avec qui on travaille encore. Mais du coup, ça c'est un autre débat. Du coup, ça c'est produire des podcasts en anglais avec un autre anglais pour une audience anglaise. Mais ça c'est encore, je pense que c'est encore autre chose. Mais ça fait longtemps qu'on y réfléchit, cher et très assidu Cricri. Salut Pierre-Yves, Nicolas de Pornichet. Tu as évoqué plusieurs fois avoir fait la mini transat dans les années 80, il me semble. Moi, j'aimerais bien en savoir un peu plus sur toi, ton palmarès voile. Qu'est-ce qui t'a amené là-dedans? Quelle compétition t'as pu faire et à quel moment t'as décidé de un peu plus te consacrer sur le journalisme pour notre plus grand bonheur. Et donc voilà, si tu peux nous faire un petit retour là-dessus, ce serait chouette. Merci. Merci Nicolas. Écoute, en fait, moi, je suis comme beaucoup de gens. J'ai toujours eu un métier, un vrai métier, qui est celui d'être journaliste, et puis un peu plus tard de devenir entrepreneur. Et j'ai toujours fait du bateau à côté. D'abord beaucoup en croisière avec mes parents. Ensuite, à l'adolescence, j'ai eu une période de planche à voile. Mais j'ai fait beaucoup de croisières et très jeune avec mes parents. J'avais pas un an, j'étais déjà en bateau. Et puis je suis revenu à la voile et à la croisière dans un premier temps, plutôt à 25 ans, et je me suis mis à courir très tard à 25 ans. Et là, j'ai suivi une filière qui est plutôt celle du classe 8 dans un premier temps, avec des locations de bateaux avec des copains. J'ai fait un petit peu de J80, j'en ai même fait beaucoup quand je commençais à travailler, enfin étudiant et surtout quand j'ai commencé à travailler. Et puis après je me suis mis au mini. Alors je suis assez vieux, donc je me suis mis au mini à la fin des années 90, et puis j'ai beaucoup couru au mini. J'ai fait la mini transat en 2001. J'ai passé une dizaine d'années sur le circuit mini, ça a été fondateur pour moi, et puis ça pèse encore aujourd'hui, puisque une bonne partie de mes copains ou de mon réseau ou des gens que j'ai croisés dans ces années-là sont aujourd'hui soit en responsabilité dans les équipes, soit court beaucoup. Sur le dernier Vendée Globe, je crois qu'il y avait plus de la moitié de la flotte avec qui j'avais fait soit du mini, soit du classe 40. Donc ça sert aussi quand on couvre l'actualité de la voile, ou quand on veut les faire venir dans des podcasts. Et puis après le mini, j'ai fait du classe 40 avec plus ou moins de bonheur. Je me suis fait rentrer dedans en emmenant mon classe 40 au départ de la Route du Rhum en 2010, et puis j'ai recommencé en 2014 histoire de finir la boucle, et puis j'ai tout arrêté en 2015 puisque j'ai fini par fonder une famille. Donc j'ai fait 2 enfants sur le tard, mais du coup c'était plus compatible. Puis j'avais passé plus de 15 ans de ma vie à faire ça, une centaine de jours par an, et donc j'avais fait je sais pas que j'avais fait le tour de la question, mais un petit peu quand même, quoi. J'avais plus l'énergie pour le faire, et cette énergie, je l'ai mis du coup en 2015 dans Tip & Shaft, quand on l'a créé avec Axel. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup de respect. Souvent, je pense à des copains qui faisaient du mini dans les années 2005, là, quand on était en Pogo 2 à Lorient, au pôle de Lorient. Je pense notamment à un garçon qui s'appelle Olivier Avram, et qui avait créé sa boîte et qui avait 3 enfants et qui avait fait 3 mini transats. Alors ça aujourd'hui, ça m'impressionnait déjà un petit peu à l'époque, mais aujourd'hui, quand je vois ce que c'est que de créer une boîte et d'avoir des enfants et en plus de mener des projets mini, et on dit souvent, Olivier Avram, c'est 3 mini transats, 3 enfants et la même femme. Donc Sophie, respect infini. Bonjour Pierre-Yves, je suis Violette de Lorient. Je voulais savoir, quand tu as eu l'idée de lancer le podcast Into the Wind, est-ce que tu savais déjà qui serait le premier invité, en l'occurrence Charles Caudrelier? Bonjour Violette de Lorient. Donc vous l'avez pas reconnu, mais moi je l'ai reconnu, c'est Violette justement dont je parlais au début de ce podcast et qui s'occupe de toute la partie graphique et communication de Tip & Shaft. Eh bien écoute, Violette, pour la création d'Into the Wind, elle est très simple. J'écoutais beaucoup, je crois que c'est une question qui revient un peu plus tard. Je fais un petit peu de vélo, j'essaie de rouler, et quand je roule, j'écoute des podcasts. J'écoutais des podcasts aussi un petit peu notamment quand j'ai fait la Route du Rhum, j'ai écouté pas mal de podcasts. Et je suis tombé un jour sur le podcast de Mathieu Stéphanie, qui était un tout petit podcast à l'époque, mais qui était déjà des formats longs. Il refaisait à l'époque, son format était assez chronologique, et ça m'avait bluffé, parce que je me disais, mais on apprend plein de choses.
on rentre dedans, c'est vraiment intéressant et il m'a inspiré pour faire le format pour lancer un podcast et puis c'est souvent comme ça quand on faisait les projets à l'époque à Tip & Shaft. Un jour on discute avec Axel et je lui dis tiens, on devrait faire un podcast. Ça coûte pas très cher à faire, on peut le faire nous-mêmes. Donc j'avais téléchargé un petit logiciel de montage, j'ai fait des recherches sur internet pour trouver les micros, l'enregistreur, etc., etc. Et puis on s'était lancé comme ça. Et puis j'avais dans l'idée justement de faire Charles Caudrelier puisqu'il venait de gagner la Volvo Ocean Race. Et donc c'était une bonne première approche. Et puis il était disponible. Et puis je l'avais un petit peu croisé sur les pontons, donc je me sentais assez à l'aise de lui demander ça, je me sentais assez à l'aise de lui demander d'essuyer les plâtres du premier épisode. Donc voilà, donc pour répondre précisément à ta question, oui, quand on lance, on sait qu'on va le faire avec Caudrelier, et évidemment qu'on ne sait pas que ça va durer et que ça dure encore aujourd'hui, et que ça prendra une telle ampleur. Bonjour Pierre-Yves, une question de Volodia des internets. Je pense que tu vas pas y couper. Est-ce que tu peux faire un petit flashback, nous expliquer comment on devient un jour journaleux, un jour voileux, comme l'avait écrit un de tes confrères dans un article de Ouest France à ton sujet? Merci Volodia. J'ai commencé à répondre à cette question et en fait quand je me suis mis au bateau au moment où j'ai commencé je me suis remis au bateau un peu à peu près au moment où j'ai commencé à travailler. Du coup, si je fais mon timing, je me suis mis à courir à régater à 25 ans et par contre j'ai commencé à bosser dès 22-23 ans à faire des piges, donc j'étais déjà journaliste et en fait journaliste marin ou marin journaliste, ça a toujours été les deux piliers de mon identité professionnel et personnel, quoi. Et par contre, quand j'étais journaliste, je couvrais la voile, mais vraiment, c'était 10% de mon temps. Mon job, quand je suis rentré à l'Express, c'était d'abord de m'occuper de toute la partie travail, vie au travail, recrutement, etc. dans une rubrique qui s'appelle Réussir. Et ensuite, je suis passé au service région, donc je faisais des suppléments et avec beaucoup d'enquêtes politiques et économiques. Et puis ensuite, j'étais rédacteur en chef adjoint de l'Express.fr au tout début. Là, on est au milieu des années 2000. Donc ça, c'est la partie qui m'a vraiment numérisé en tant que journaliste de presse écrite. Et je suis revenu au service région. Et voilà, j'ai fait beaucoup d'enquêtes politiques et économiques. C'était une culture très forte à l'Express, et c'est ça qui me caractérisait. Donc je couvrais très peu la voile. C'était des tout petits papiers et je la couvrais au titre de passion personnelle. Il n'y avait pas du tout de quoi faire un job à temps plein. Et par contre, pour les plus anciens, et je pense que tu en fais partie, en 2000, sur le Vendée Globe 2004-2005, avec un garçon qui s'appelle Eric Métou, qui était le patron de l'Express.fr. Il voulait tester les blogs, et donc j'ai créé un blog qui s'appelait Blog Around the Globe, qui était un premier blog test un petit peu pour l'Express. Voilà, ça avait l'avantage de traiter de voile, qui n'était pas un sujet de pouvoir à l'Express. Il n'y avait pas le service politique, il n'y avait pas le service culture, il n'y avait pas le service société, il y avait que moi qui parlais de voile, et personne ne comprenait de quoi on parlait. Mais qui pour moi avait vraiment été quelque chose d'hyper important, à la fois en termes d'exercice et d'innovation journalistique, et puis de connaissance du milieu. Moi, quand je faisais 4 papiers par an à l'Express, j'étais pas du tout intégré et inséré dans le milieu de la voile, qui était en plus à l'époque un milieu qui était beaucoup plus petit qu'aujourd'hui, beaucoup moins structuré, beaucoup moins organisé, beaucoup plus artisanal. Et en fait, j'ai fait un bouquin sur le Vendée Globe 2004-2005, et j'étais allé voir Eric en disant avec les chutes du bouquin, on pourrait faire un blog, et lui s'est dit tiens, on peut essayer, ça sera un bon petit labo de recherche et développement. Et à l'issue de cet essai-là, qui avait été convaincant pour tout le monde, et moi en particulier, on a lancé un autre blog qui s'appelait Au Large, et qui lui a très bien marché. Et là, moi j'ai découvert qu'on pouvait, avec cet exercice journalistique très particulier, avoir une activité journalistique voile qui prenait du temps, mais du coup je le faisais le soir parce que j'étais pas payé pour faire ça, j'étais payé pour faire des suppléments régionaux. Mais par contre, j'ai pu faire de la vidéo, de la photo, des visites de bateaux. Enfin, c'était mon petit laboratoire à moi. Et puis, ça me donnait l'occasion d'embarquer sur les bateaux. Voilà, j'étais un journaliste voile pour les gens de la voile. Donc, c'est un peu ça le cheminement. Et en parallèle, à côté, je naviguais. Donc là, il y a eu un moment, notamment au milieu des années
des années 2000 à la route du Rhum, quoi, où c'était très très gratifiant parce que j'étais un journaliste à l'Express qui faisait du bateau et qui couvrait un peu le bateau. Donc là, j'ai fait des trucs, j'ai pu naviguer sur des bateaux géniaux, j'ai fait des courses avec des grands marins. Ça a été un moment, ça a été vraiment un moment, une séquence assez géniale. Bonjour Pierre-Yves, Mathieu des Hauts-de-Seine. Tu nous as fait vivre la vie de marin professionnel, mais tu es un exemple parfait de coureur amateur qui a su concilier une vie professionnelle et des projets de course au large. Tu avais déjà très bien raconté la partie course au large, je me rappelle notamment d'une vidéo des Sables des Açores 2008 qui était assez mythique. Pourrais-tu nous raconter comment tu as basculé vers la Mini Transat à la fin des années 90 et qu'est-ce qui t'a fait revenir à terre après ton aventure en classe 40 ? Merci Mathieu, donc j'ai répondu en partie à ces questions-là, et juste sur la bascule dans la Mini Transat, en fait, c'était une autre époque, hein. La Mini Transat était moins courue, il y avait pas la saturation qu'il y a aujourd'hui sur les listes de courses. Elle est arrivée après une première fois, hein. Les jeunes ministres d'aujourd'hui s'en souviennent pas forcément, mais en 2007, 2008, 2009, là, il y avait déjà les listes d'attente et les organisations il fallait choisir ses courses en amont, il y avait des tirages au sort, enfin bref, il y avait déjà la saturation. Mais moi, quand je l'ai fait en 2001, il y a pas du tout cette ambiance-là, puisque moi, je me souviens, je fais ma qualif en avril, je cours les 3 courses qui sont la Select, la Mini Pavois et le Mini Fastnet pour faire mes 1000 en course, et je suis qualifié en juin, quoi. Donc en 3 mois, on était qualifié, et on était 55 bateaux au départ, et on a fait une mini grève entre guillemets pour en avoir 5 de plus pour qu'il y ait personne sur liste d'attente. Donc c'était une époque très différente, et moi je bascule parce qu'en fait je regarde depuis longtemps ces bateaux, je les ai dessinés un peu quand j'étais gamin et tout, et puis mes parents habitent à Sainte-Marine, si vous voulez tout savoir, donc pas très loin du chantier Structure qui fait les pogos. Et donc je vois souvent ces bateaux-là, et ils me fascinent. Et puis du coup, comme quand je me remets à la course et à la croisière, j'ai la chance de faire des convoyages pour le chantier Structure, un convoyage notamment jusqu'en Belgique. Et donc je me souviens d'aller au salon nautique et puis de dire à Monique Bourolec, qui était la femme et la co-gérante du chantier Structure avec Christian Bourolec à l'époque. Ils ont transmis à leurs enfants aujourd'hui. Je m'entends lui dire que je vais faire la prochaine Mini, mais c'est presque ça part presque comme ça, un peu sans contrôle, quoi. Et puis surtout, j'ai été embauché à l'Express quelques mois avant, quoi. Donc je me souviens que je vais proposer le projet de Mini Transat au patron de l'Express, Denis Jambard. Je suis encore en période d'essai, donc j'étais totalement inconscient, quoi. Mais voilà comment ça part, et puis l'Express sera le sponsor de ma première Mini, et de ma seule Mini, d'ailleurs, je fais qu'une seule Mini. Et ensuite, comment ça s'est fini, c'est un petit peu ce que j'ai raconté tout à l'heure. Ça s'est fini avec l'Express, en fait. J'ai fait la route du Rhum en 2014, toujours avec un partenariat avec l'Express, qui du coup, là, en 2001, ils avaient donné du cash, mais pas là. Là, ils m'avaient donné des pages de pub, donc ce qui était ultra précieux, hein. Je veux dire, quand vous cherchez des sponsors et que vous avez des pages de pub à proposer, c'est quand même un package hyper intéressant. Et quand je suis rentré, le jour où je suis rentré de la route du Rhum, en décembre 2014, j'ai un rendez-vous avec Christophe Barbier, qui est mon patron, qui est le directeur de la rédaction de l'Express à l'époque. Et je lui dis, bah voilà, moi ce que je ferais bien, c'est un mi-temps annualisé, l'hiver au journal et l'été à faire du bateau. Et Christophe me dit, bah c'est génial, il n'y a pas de problème, il était toujours partant pour ces projets-là. Et en fait, le jour même, on apprend que le groupe Rollarta, qui est propriétaire de l'Express, des industriels belges de l'imprimerie, qui ont un petit groupe de médias et qui sont propriétaires de l'Express, sont en négociation exclusive avec Patrick Drahi pour vendre l'Express. Et je vous passe les détails, mais du coup, je ferai partie du plan de départ qui aura lieu l'été d'après. Et donc, je voulais faire la droite Jacques Vabre avec Thomas Ruyon, on a même présenté l'équipage. Et du coup, je perds en fait le bénéfice du sponsoring, et c'était impossible de vendre un sponsoring de l'Express en étant dégagé en juillet. Et donc du coup, je ne peux plus payer le bateau puisque c'est la banque qui est propriétaire, et puis par ailleurs, on a un petit garçon qui a un peu plus d'1 an. J'ai plus de boulot, faut que je retrouve une vie de freelance et tout. Et donc assez vite, en fait, j'ai aussi une petite baisse de motivation et d'énergie parce que c'est des gros projets, hein. Il fallait faire construire un bateau, trouver plusieurs centaines de milliers d'euros, et donc c'était
j'étais un peu au bout du rouleau. Je me sentais pas de repartir sur une campagne à fond. Donc j'ai considéré quand même que j'avais bien donné. Voilà. Puis j'ai pas de regrets. Ça me manque pas trop. Quelquefois quand je vois les nouveaux classe 40, là, je me dis ouais, ça a de la gueule quoi. Mais je me sens pas capable de le faire. Je me sens plus capable de le faire au niveau d'implication que j'avais pu le faire à ce moment-là. Salut Pierre-Yves, Paul depuis le Maroc. Écoute, une question qui a peut-être déjà été posée, mais est-ce que tu penses réussir un jour à nous faire un Into the Wind avec Francis Joyon? Allez, salut! Alors, ce bon Francis vient à intervalles réguliers dans vos questions. J'ai demandé à l'époque où il était sponsorisé par IDEC et on avait reçu une fin de non-recevoir. Alors forcément, Francis Joyon n'est pas un méga bavard, quoi. C'est pas l'homme des grandes interviews et des doubles pages dans les journaux et tout. Donc c'est sûr que pour lui, s'asseoir devant un micro et passer 2 heures à répondre à des questions, je comprends bien que c'était pas évident. Donc c'était non jusque là. Et là maintenant, j'ai redemandé puisqu'il est à nouveau un petit peu sur le circuit, plutôt en classe vintage avec son ancien Norma Eure-et-Loir là. Donc je fais une petite demande. Voilà, on verra si ça aboutit et puis on n'est pas obligé de faire 2 heures. Hein. Mais surtout, la clé quand même sur ce podcast, c'est que les gens ils aient envie de parler et de partager quoi. Voilà. Donc si on est plutôt du genre taiseux, c'est pas le bon endroit quoi. Donc voilà pour Francis. Alors, petit flashback habituel, comment le petit Pierre-Yves découvre-t-il la voile? Eh bien, donc du coup, c'est ce que j'ai déjà raconté à plusieurs reprises. C'est mes parents qui font du bateau donc dans les années 70, au tout début des années 70. Donc ils sont assez gonflés, hein, parce que la plaisance n'est pas vraiment développée. Mais eux, ils font du bateau. Voilà, plutôt sur des bateaux, sur un vieux bateau en bois au départ, et puis ensuite sur des bateaux en aluminium. Et ils font 2 enfants dans les années 70, et alors qu'on n'a même pas... ma sœur et moi, à peine 1 an pour moi et à peine 1 an pour elle. Donc les 2 enfants en très bas âge, et ben ils partent faire des croisières l'été. Donc c'est comme ça que je me mets au bateau, et très très vite, comme plein de gamins qui font du bateau dès leur plus jeune âge, on est très vite à l'aise et on connaît très vite la chose. Donc voilà, et pourtant on habitait à Paris, hein, et on prenait le turbotrain pour aller à Cherbourg. On se déplaçait beaucoup pour faire du bateau, mais mes parents avaient 1 mois de congé l'été, et c'était 1 mois à faire du bateau. Après, en grandissant, quand on est ado, c'est plutôt 15 jours. Et puis après, moi j'ai fait de la planche à voile, donc c'était pas compatible avec les mouillages à l'abri du vent, parce que moi je cherchais plutôt des endroits où faire du bateau. Mais voilà comment je me suis mis à faire du bateau. Pierre-Yves, tu as dit un jour que tu n'avais pas mesuré l'engouement que Into the Wind allait générer, que le format d'entretien de 3, 4, 5 heures te paraissait ne pas avoir un grand public, un grand futur, te paraissait trop aride. Alors tu t'es trompé, manifestement. Qu'est-ce que tu as appris de cette erreur de jugement? Voilà. Alors je crois que c'est Miguel, hein, de Belgique. C'est une bonne question. Hein. D'abord, je me suis pas rendu compte tout de suite que c'était une erreur. Ça, c'est la première chose. Ensuite, je crois que je suis pas seul à avoir commis cette erreur. On était, quand tu travailles dans l'industrie des médias, personne n'aurait mis un copec sur le fait que les formats longs séduiraient le public. C'était pas écrit. Et puis, par contre, on est dans l'industrie des médias numériques, donc du coup, et moi je crois beaucoup à ça, hein, c'est qu'il faut essayer, il faut tenter. Et puis quelquefois ça marche. Donc c'est exactement ça qui s'est passé. L'une des clés au-delà du format long, hein, dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, hein, qui a une vertu énorme, hein, encore une fois. Et quand vous êtes passionné, nous c'est toute la stratégie qu'on a chez Tip & Shaft, hein, c'est de dire les gens qui sont passionnés ou qui sont des pros du secteur, ils n'ont pas des contenus à la hauteur de leur passion ou de leur niveau de professionnalisme. Donc du coup, on fait des papiers très enquêtés, on fait des podcasts longs, on fait des podcasts très verticaux, c'est-à-dire avec une thématique très 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 unique. Mais surtout, pour ce qui est des podcasts, la clé, c'est pas une mécanique d'émission de radio, c'est une mécanique de catalogue de musique. Ce que je veux dire, c'est que il y a plein de gens qui lancent des podcasts et puis qui tiennent pas sur la durée.
Et la clé absolue, hein, elle est de tenir sur la durée. Voilà. Parce que quand vous avez fait un épisode, déjà il faut faire ça, vous avez fait un épisode, donc vous allez rassembler un petit volume d'auditeurs, puis avec 2 épisodes, ce volume, si c'est bien, avec le bouche à oreille, il va être un peu plus gros, mais surtout ceux qui vont arriver pour le 2e, ils vont avoir le premier épisode écouté. Et donc cet effet-là, il est démultiplié par 20, voire par 50, par 100 à l'infini. Aujourd'hui, quelqu'un qui découvre Into the Wind, des gens qui découvrent le numéro 100 aujourd'hui, ils vont avoir 99 autres épisodes à écouter. Et donc sur un mois d'écoute d'Into the Wind, il y a peut-être un tiers des écoutes qui proviennent des 2 ou 3 derniers épisodes, un autre tiers qui provient des 10 derniers épisodes, et le dernier tiers, c'est tout le reste du catalogue. Et ça, c'est vraiment important. Et donc, il y a beaucoup de podcasts qui ne persistent pas, parce qu'au début, vous faites des audiences, vous avez 200 personnes qui vous écoutent. Hein. C'est pas... Aujourd'hui, c'est cool. Hein. Il y a 25 000 personnes qui écoutent chaque mois. Donc, c'est un gros podcast de sport. Mais c'est pas écrit. Et surtout, il faut persister, quoi. Donc, si j'ai appris quelque chose, c'est tout ce que je viens d'expliquer sur les podcasts. C'est que c'est clair qu'il faut s'accrocher, tenir. Après, c'est des formats qui sont pas très compliqués à produire, qui coûtent pas très cher à produire. Et puis, il faut trouver le bon ton. Alors voilà, si vous écoutez le premier épisode avec Charles Caudrelier et si vous écoutez le dernier épisode avec Charles Caudrelier ou l'avant-dernier qu'on a fait, vous allez voir que ça a beaucoup évolué. Au début, moi, je me disais 1h30, c'est quand même le grand max. Aujourd'hui, on a fait des épisodes... je suis assez surpris, il n'y a pas eu de questions sur la trilogie avec Thomas Coville, qui est probablement l'un des podcasts les plus écoutés. Hein. Ça avait très très bien marché, puis ça avait été assez mythique à faire sur une journée entière. Mais voilà, il faut s'accrocher et savoir évoluer au fil du temps. Donc, on a rallongé parce que on avait des choses à dire. On a un petit peu de stats quand on fait des podcasts. Et donc, notamment, ce qu'on appelle le taux de complétion, c'est-à-dire le nombre de gens qui écoutent le podcast en entier, à quel moment ils quittent le podcast. Par contre, ce que les plateformes ne montrent pas très très bien, c'est la consommation en plusieurs fois du podcast. Moi, les longs podcasts, je les écoute en 3-4 fois. Je mets en pause, je vais faire une sortie de vélo d'1 heure, j'écoute pendant 1 heure, puis quand la sortie du lendemain, je réécoute un autre bout du podcast. On zappe pas, on consomme par épisode, quoi. Et là, c'est là qu'on a vu, puis on a commencé à avoir des retours, donc on a vu qu'on était sur la bonne voie. Et puis après, je ne suis pas fixé d'autres règles, si ce n'est la régularité. Il faut installer le rendez-vous. Ça, c'est la règle, vraiment très très forte. Et plutôt normalement, si on voulait vraiment bien faire, il faudrait qu'on le fasse hebdomadaire, mais c'est trop lourd pour nous. On fait déjà Pause Report qui est hebdomadaire. Et la deuxième règle, voilà, c'est de pas lâcher, quoi. Donc là, à 6 saisons, on est bien installé. Voilà, je sais pas combien de temps ça durera, mais en tout cas, à 6 saisons, on est bien installé. Donc là, si j'ai appris quelque chose de cette erreur, c'est que on peut se tromper et réussir. Si on peut parler de réussite. Pierre-Yves, le format d'Into the Wind est génial, mais pour moi, il manque certains des grands noms de la voile. Kersozon, Pajot, Lamazou, Poupon me viennent à l'esprit. Alors, sont-ils timides ou tu t'es fâché avec eux ? Alors, c'est une bonne question. Je ne sais pas s'ils sont timides et je ne me suis pas fâché avec eux. Il y en a plein que je connais pas. Après, il y a des gens difficilement accessibles, comme Olivier de Kersozon. Mais voilà, on l'a dit, la demande est en cours et j'ai bon espoir que ça aboutisse. Après, c'est une vraie question. Donc, l'audience de la voile, elle est plutôt masculine, elle est plutôt vieille, sans vouloir être désagréable avec vous. Un peu moins sur les podcasts. Mais moi, je sais pas s'il faut faire. Je sais pas s'il faut faire les grands anciens. Je suis pas sûr. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, je suis assez contemporain. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la voile d'aujourd'hui, les évolutions, et ça bouge beaucoup, énormément, économiquement, technologiquement, sociétalement. Il se passe beaucoup de choses. Et je sais pas. J'arrive pas à savoir si c'est intéressant d'aller faire les grands anciens avec tout l'infini respect que j'ai pour eux. Je sais pas. On pourrait faire un essai pour voir, mais il y a souvent cette question-là, mais chez Tip & Shaft, on est quand même résolument dans la voile d'aujourd'hui, quoi. Voilà, donc on fait quelques incursions.
Aujourd'hui, quand vous interrogez un marin qui a 60 ans, il a 40 ans de carrière, on est à une époque où il y a eu des grands marins quand ils ont commencé, quoi. Mais c'est une bonne question et j'ai pas la réponse. Mais je pense qu'on fera un ou deux tests, probablement à l'occasion du Vendée Globe. Pierre-Yves, si tu pouvais remonter dans le temps, quel est l'entretien que tu aurais voulu faire? N'importe lequel. Tabarly, Artaud, Moitessier, quelqu'un d'autre? Et à défaut de pouvoir le réaliser, pourquoi ne pas remplacer l'entretien par une sorte de table ronde avec des contemporains de ces grands noms de la voile de course? Alors c'est toujours Miguel de Belgique. Donc j'ai déjà répondu un peu plus tôt sur les grands anciens. Bien sûr, moi si j'ai la possibilité d'interviewer Moitessier sur le Golden Globe, je le ferai avec plaisir. Ça ne sera évidemment pas possible. La question sur la table ronde est assez intéressante. Je crois, et je suis pour le coup, j'ai un réflexe journalistique, c'est que quand on a un format et un angle, on s'y tient. Voilà. Donc c'est un autre format. Je peux faire toute la table ronde que tu veux. Chez Tip & Shaft, on en anime beaucoup toute l'année. Si vous faire une table ronde sur un grand ancien en faisant venir des contemporains, c'est pas Into the Wind, quoi. C'est un autre format. Donc l'angle. Voilà. C'est la clé de la qualité. La qualité journalistique. Pierre-Yves, le monde anglophone de la voile regorge d'autres grands noms. Serait-il envisageable de les interviewer également? Je suis entièrement candidat pour faire les traductions écrites, même si je ne suis pas sûr que ma voix soit la meilleure pour faire une surcouche par-dessus la leur. Alors du coup, j'ai déjà répondu à cet obstacle technique. Du point de vue édito, il y a aucun souci, évidemment. Je pense que sur la longueur, justement la couche d'interprétation, comme je l'ai dit, ne fonctionne pas. Et je pense que d'ici quelques mois, je pense qu'on arrivera à faire des podcasts dans la langue, en français, avec la voix des grands marins anglo-saxons. Je pense que c'est une question de moi. Et voilà, je pense qu'on fera un essai l'année prochaine. Pierre-Yves, comment vois-tu l'évolution de la voile de compétition d'ici 10 à 20 ans? Des Coupes de l'Amérique à 80 nœuds, des Vendée Globe sur IMOCA vraiment volants, des Jules Verne en 25 jours? C'est toujours Miguel. J'en sais rien. Je vais développer un petit peu. Je pense que les exercices de prospective sont assez complexes à faire. Je pense pas que les gains vont être aussi forts que ce que tu dis. La voile et le secteur de la voile de compétition est quand même tiraillé entre des envies différentes, hein, celle de la performance versus celle de la durabilité. Je pense qu'il y a des changements à l'œuvre, en cours, assez importants, de culture, hein, qui sont en train d'arriver. Les jeunes marins, notamment du côté de la classe mini, les jeunes marins ont une vision du bateau qui est, pour certains d'entre eux, un peu plus engagée que pour leurs glorieux aînés qui sont en IMOCA ou en ultime aujourd'hui. On a vu que il y a des cycles. Il y a des cycles, hein. Il y a des classes qui naissent et qui disparaissent. Il y a des classes qui montent et qui descendent. Il y a des classes. Qui aurait parié que la classe 40 allait devenir cette classe avec des bateaux qui vont aussi vite que les IMOCA d'il y a 10 ans, mais sans foil et sans quille basculante, entre guillemets, juste avec beaucoup de respect pour les architectes, mais juste en changeant les carènes. Qui aurait pensé que les IMOCA feraient ce qu'ils font aujourd'hui. Donc je me risquerai pas trop de pronos. Je m'interroge plus sur les cycles, et notamment je pense qu'il y a l'une des grandes questions aujourd'hui pour habiter au cœur de la vallée, hein, à Lorient. Il faut voir ce qu'est devenu cet endroit et le caractère californien de Lorient pour ce qui est de la voile de compétition. Traditionnellement, le secteur de la voile de compétition est drivé par le Vendée Globe. Et les années post-Vendée Globe sont des années où il se passe des années creuses. Longtemps, la Transat Jacques Vabre qui avait lieu après le Vendée Globe, c'était une Transat Jacques Vabre avec très peu d'IMOCA. C'est fini désormais, en tout cas depuis le dernier Vendée Globe, les annonces de bateaux neufs et les livraisons de bateaux neufs se font dans l'année post-Vendée et avec des très gros volumes. Et là, on a franchi un pas nouveau puisque le Vendée Globe 2024-25 n'a pas encore eu lieu, qu'il y a déjà
5 bateaux publiquement annoncés pour le Vendée Globe de 2028-2029. Donc il n'y a plus de cycle. Donc combien de temps ça va durer et qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'on va atterrir ? Et puis surtout, c'est un secteur. On a la guerre en Ukraine, on a la crise de l'énergie, on a eu le Covid, on a plein d'autres trucs qui dans plein d'autres secteurs ont signifié des ralentissements, des pauses, voire des crises. Et dans la voile de compétition, il n'y en a pas, toujours pas. Donc c'est une grande question. Est-ce que ça va continuer comme ça ? Est-ce qu'on va atterrir en douceur ? Est-ce que ça va se crasher ? Voilà. Donc, je sais pas si j'ai répondu à ta question, mais je suis pas capable de me projeter techniquement. Par contre, je m'interroge sur ces nouveaux cycles. Voilà. Pierre-Yves, comment vois-tu le rapprochement des mondes francophones et anglophones de la voile ? Tu en parles souvent et c'est évident que des rapprochements existent, mais c'est aussi tout aussi évident que nous n'y sommes pas encore. Que manque-t-il pour que cette fusion, pour que ce rapprochement se matérialise ? C'est une bonne question. Alors d'abord, rien n'indique qu'il faille absolument que les deux mondes se rejoignent et qu'il n'y ait pas des spécificités culturelles. Ça, c'est la première chose. On n'est pas obligé d'avoir un monde homogène, un secteur mondial homogène. Il peut très bien avoir des particularités locales très fortes. Et la France en est une avec cette culture du solitaire qui est unique au monde. Après, ça a beaucoup changé. Hein. Enfin, vous en rendez pas forcément compte, mais ça a beaucoup changé. Je veux dire, sur The Ocean Race, les Français sont les nouveaux Néo-Zélandais. Il y a plus de Français. C'est le contingent majoritaire, à la fois en équipier, en technicien, en bateau. Vous regardez, ceux qui connaissent Seahorse, qui est un magazine, qui est le magazine de référence du monde anglo-saxon de la compétition. Quasiment une couverture sur 2, c'est des marins français ou des bateaux français. Le pari du transfert de l'IMOCA sur l'ex-Volvo Ocean Race, devenu The Ocean Race, est un pari qui semble réussi. Et on verra ce que va donner la deuxième édition, mais il y a beaucoup plus, semble-t-il, de candidats sur la deuxième édition que sur la première. Aujourd'hui, et puis après, alors je parle de The Ocean Race parce que c'est vraiment le pinacle de la course à l'anglo-saxonne. La course en équipage autour du monde, c'était vraiment la chasse gardée des Anglais, des Américains, des Australiens et des Kiwis. Je vous rappelle que ça fait déjà plus de 10 ans que la France, avec Groupama, l'a gagné et que ça avait été un choc culturel majeur pour les anglo-saxons. Dans la Volvo Ocean Race qui a suivi, vous avez eu plein de figaristes qui sont venus chefs de quart sur des bateaux étrangers. Les greffes n'ont pas forcément pris tout le temps, mais il a fallu pas très longtemps pour qu'un nouveau projet sous pavillon chinois, qui est donc Feng, fasse un podium, et l'édition d'après pour que Charles Caudrelier, toujours sous pavillon chinois, mais avec un management français, les décideurs étaient français, et beaucoup d'équipiers à bord étaient français, a gagné la Volvo Ocean Race. Et ça, c'est majeur, quoi. Hein. C'est vraiment un signe très très important. Donc le complexe franco-français vis-à-vis de l'étranger, il a commencé à bien diminuer. Et puis après, il reste la Coupe de l'Amérique. Et dans la Coupe de l'Amérique, on va voir ce que va faire le défi français cette année. Mais ça ne se voit pas forcément. Mais les ingénieurs français sont en force dans les autres équipes. Voilà, c'était vraiment... je me souviens d'avoir fait un papier, mais il y a 8 ans, ou 7 ans, où on avait dénombré, je crois que c'était 42 ou 44 ingénieurs français dans les autres équipes. Enfin, français dans les autres équipes. Voilà, donc c'était aussi une influence majeure. Voilà, ça ne se voit pas forcément à la surface. Je pense que la vraie question, elle est plutôt comment les autres pays vont s'intéresser au solitaire ou pas. Et ça, je pense qu'on a raté un coche avec la course au large mixte aux Jeux Olympiques. Mais après, si vous êtes à Lorient, par exemple, il y a quand même de plus en plus d'étrangers. Ça n'aura échappé à personne qu'il y a beaucoup d'Italiens qui ont gagné beaucoup de courses, que la Mini Transat a été gagnée par un Uruguayen, que Ambrogio Beccaria est italien, avec des techniciens italiens, un bateau italien, des plans italiens, et qui va gagner beaucoup de courses, Ambrogio, et qui ira sans doute en IMOCA plus tard. Donc du coup, les choses sont en cours et elles bougent probablement plus, et notamment de la perception qu'on a ou qu'on a envie d'avoir. On est encore dans le bon vieux cliché. Oui, mais c'est notre sport. On est champion que de notre sport à nous, etc., etc. Non, il faut essayer de regarder un peu plus loin. Il se passe beaucoup de choses. Et ces 10 dernières années, et le déclenchement majeur a été la victoire de Groupama dans la Volvo Ocean Race 2010-2011. Ça a été un coup de tonnerre. Hein.
un coup de tonnerre. Pour ceux qui l'ont vécu, je pense à gens qui ont suivi aussi l'arrivée de Dongfeng sur la carto. On était un certain nombre à 4h du matin à regarder sur la carto de l'arrivée de Groupama 4 en Irlande. On n'était pas très nombreux, mais c'était un moment incroyable. Bonjour Pierre-Yves, bonjour les auditeurs d'Into the Wind. Je suis Benjamin des Pyrénées-Orientales. D'abord, merci pour les contenus de qualité et de nous offrir la 5e. Ma question sera la suivante. Quel est le marin que tu as interviewé qui t'a le plus impressionné tant sur le plan performance qu'humain? Merci Benjamin. Eh ben écoute, c'est une bonne question. Comme je le disais au début, j'ai pas envie de faire un palmarès. Je dois dire que j'étais dans mes petits souliers quand j'ai fait Isabelle Autissier. Parce que je la connais pas, je la connais que journalistiquement parlant, parce que je l'ai interviewée, j'ai fait des trucs quand on avait fait notre livre sur le Vendée Globe avec Christophe Agnus, mais j'étais assez impressionné. C'est une grande dame, et de me dire que j'avais 2 heures avec elle pour parler, et puis elle dit des choses, elle dit beaucoup de choses, quoi. C'est vraiment c'est une personne assez étonnante, et j'ai beaucoup de respect pour elle, et je crois que c'est peut-être celui-là où je suis arrivé en ayant vraiment beaucoup travaillé, quoi. Je crois que j'avais investi un peu plus de temps qu'avec d'autres marins. Après ils sont souvent ils sont pas impressionnants, et je sais ce que ça représente, les exploits qu'ils ont fait, et ce qui est toujours frappant, c'est la simplicité avec laquelle ils en parlent par rapport à ce que ça représente en termes d'engagement mental, physique. Ça, c'est toujours étonnant, et ça c'est impressionnant pour tous. Et ce qui moi m'impressionne en fait le plus, parce que moi en fait à un moment j'ai eu ma dose, et c'est de voir qu'ils font ça depuis 40 ans et qu'ils ont une passion authentique et sincère, quoi. En fait, c'est tous des voileux, quoi. Il n'y en a pas un qui fait ça pour... Enfin, je veux dire, c'est trop dur et trop compliqué et trop risqué pour faire ça que pour l'argent. Puis il n'y a pas beaucoup d'argent à faire dans la voile. Un petit peu, mais pas beaucoup, quoi. Et ça, c'est ça qui m'impressionne le plus. C'est Marc Guillemot qui, à 60 ans passés, préparait la route du Rhum sur un nouveau kata qu'il avait conçu en récupérant des trucs à droite à gauche. Enfin, il s'arrête jamais, quoi. Ça c'est assez bluffant. C'est ça qui m'impressionne le plus. Bonjour Into the Wind, merci pour les 99 épisodes précédents. À quand l'interview d'Olivier de Kersauzon? Salut. Voilà, j'espère un jour, sans trop de difficulté. Mais maintenant, voilà, pas l'applaudimètre, mais au nombre de demandes. Au nombre de demandes, c'est clairement lui qui est sur le qui est sur le haut de la liste. Franchement, on n'en est pas loin. Salut Pile, c'est Fred de Lisbonne. Moi, je voulais te poser comme question la suivante, savoir quand tu avais eu le plus gros fou rire lors de l'enregistrement des podcasts, et avec quel marin et pourquoi. Merci, ciao. Salut Fred de Lisbonne. Écoute, c'est une bonne question. J'ai pas le souvenir d'avoir eu des fous rires. Il y a des gars très sympas, enfin qui sont très qui plaisantent, qui font beaucoup d'autodérision. Je pense à un garçon comme Romain Attanasio, on enregistre un épisode juste après le Vendée Globe, et c'était très sympa. Romain, un marin qui se moque toujours de lui, quoi. Il est toujours assez marrant, mais j'ai pas le souvenir d'avoir eu des fous rires. Alors, c'est pas qu'Into the Wind soit un podcast très grave, mais on n'a pas beaucoup. Alvard Mabir, par exemple, il a vécu tellement de trucs. C'était un podcast très très long. Il est très second degré. Bruno Troublé aussi, qui était un podcast très très suivi. Il m'a bien fait rigoler, mais j'ai pas le souvenir d'avoir de fou rire. Alors, c'est un peu le problème, hein. Au bout de 100 épisodes, je me souviens pas de tout le triple épisode avec Thomas Coville. Forcément qu'on a rigolé un petit peu, quoi, mais c'est une bonne question. J'essaierai de déclencher des fous rires la prochaine fois. Salut Pierre-Yves, Benoît, marin d'eau douce du Mans. J'aurais voulu savoir, parmi les marins que tu as invités, lequel était le plus compétiteur dans l'âme, lequel le plus poète, et puis lequel était le meilleur mixte des deux.
Voilà, merci. C'est des questions compliquées. Bon, ils sont tous beaucoup compétiteurs. Hein. Enfin, je sais pas, quand on passe 3 heures avec Philippe Presti, on comprend bien qu'il n'est pas là pour enfiler des perles entre sa carrière dans le film et dans la Coupe de l'Amérique. C'est quand même de la compétition, quoi. Et alors le plus poète, il y a un profil comme Éric Bellion, par exemple, et c'est pas qu'il soit poète, mais il a un profil très différent. Justement, il est moins compétition que les autres. Il est pas issu du sérail, même s'il est en train de rentrer dans le sérail avec un projet qui est beaucoup plus compétition qu'avant. Mais j'ai un très bon souvenir du podcast parce que justement on était sur un autre registre et puis il parle très bien. Il a quand même beaucoup réfléchi sur ce qu'est un tour du monde et sur lui-même. Et puis c'est un type on a beaucoup oublié, hein, mais Éric Bellion, il était parti se faire un Vendée Globe de bisu, il a failli s'effondrer, il a eu une première partie de Vendée Globe vraiment très dure, ce que son film raconte assez bien, hein, qui s'appelle En solitaire. Et puis c'est un type qui fait premier bisu du Vendée Globe quand même. Donc pour un gars qui sort d'une grande école élevé à Versailles et tout, c'était pas écrit d'avance. Donc lui il était sans doute un peu plus poète avec plein de guillemets que les autres, ou un garçon comme Thomas Coville raconte bien les choses, il raconte bien aussi la nature, voilà. Je lui accolerais peut-être un peu moins l'adjectif de poète. Mais sinon pour la partie compète, ils le sont tous, quoi. Beaucoup. Ça peut être y a quand même, c'est quand même un carburant nécessaire pour arriver à monter des projets comme ça, à prendre ces risques-là, quoi. Pierre-Yves, tu parles souvent de tes expériences perso en 6,50 et puis en classe 40. Qu'est-ce qui t'a fait arrêter la voile de compétition? Alors c'est toujours Miguel de Belgique, hein, qui est un fan. Écoute, c'est une bonne question. Je crois que, alors d'abord, aujourd'hui je navigue beaucoup moins qu'avant, même on nous propose moins d'embarquements qu'avant, à la fois parce qu'ils savent que de toute façon on va parler des projets, donc c'est la première chose, et puis après et Axel et moi on a souvent beaucoup moins de temps pour aller faire des naves, et nous on n'a pas de format reportage dans Tip & Shaft. Ça c'est aussi une chose qui fait qu'on fait plutôt des papiers analytiques, et donc il y a peu de reportage, donc aller naviguer a moins de sens probablement pour les équipes de com qui pourraient faire ces propositions là. Voilà, mais par contre et puis souvent j'ai pas l'occasion, enfin souvent le rythme de boulot à Tip & Shaft nous empêche de le faire. Mais par contre j'ai le souvenir d'une des dernières naves que j'ai faites. J'avais participé il y a assez longtemps au warm-up entre Saint-Malo et Plymouth de la Transat anglaise, ça doit être en 2016, et j'ai fait ça sur Massif version 1 avec François Gabard, donc c'est pas le Massif volant, mais il n'empêche, et on est parti le soir pas à la tombée de la nuit, mais assez tard le soir, avec une lumière déjà très dorée, avec du vent, avec 15-20 nœuds de vent. C'était un warm-up, ça comptait pas pour le classement, hein, mais il y avait quand même une pression de départ, et on est parti sur un flotteur à 30 nœuds avec l'hélicoptère à 15 mètres de hauteur à côté de nous pour nous suivre, et c'était incroyable. Voilà, c'était on volait pas, on était sur un flotteur et tout le monde était incroyablement détendu à bord. Et moi je regardais ça de manière complètement folle, et j'étais dans la cabine à regarder et à déguster le truc. Et François était à la barre et il a eu un truc à faire, il me dit tiens prends la barre. Et là je me suis retrouvé à tenir la barre 30 secondes, 1 minute, le temps qu'il fasse son truc. Et là c'est un peu comme dans Titanic, quand DiCaprio et Kate Winslet sont à l'avant et qui se sentent les rois du monde. Je pense que c'est à peu près la même chose. C'était assez fugace, mais j'en ai gardé un souvenir assez marquant. Voilà, je pense qu'aujourd'hui aller naviguer sur un Ultime ou sur un IMOCA dans des conditions engagées, ça doit être assez top. Pierre-Yves, si demain tu gagnais au loto, comment investirais-tu cet argent dans la voile de compétition? Je sais pas. Je ne sais pas. Je suis pas sûr que j'investirais dans la voile de compétition, parce que du coup j'aurais des conflits d'intérêts.
Voilà. Ou alors dans des startups très très tech qui font de l'intelligence artificielle ou qui préparent le pilote de 5e génération ou des trucs comme ça. Mais ça voudrait dire qu'on a arrêté Tip & Shaft parce que je peux pas investir dans des boîtes et parler d'elles. Ouais, je pense que je ferais ça, ouais. Ou alors dans une start-up qui travaillerait sur des méthodes de recyclage des bateaux de course ou des trucs comme ça, enfin des trucs un peu modernes, quoi. Voilà. Je pense qu'il y a pas mal de trucs à faire. Je sais qu'il y a des gens qui travaillent sur des propositions en ce sens, et si j'avais vraiment beaucoup d'argent, et je l'investirais pas forcément pour avoir un retour sur investissement, mais plutôt pour filer un coup de pouce. Voilà. Et si après on parle de pas sans retour d'investissement, je pense que j'organiserais donc pas pour gagner de l'argent, mais je pense que j'organiserais des filières de détection pour les jeunes, pour les femmes, où je paierais des organisateurs pour qu'il y ait des équipages mixtes rendre la Tornade Jacques Vabre mixte, des trucs comme ça. Je ferais des trucs qui secouent un peu le le cocotier. Mais c'est pas vraiment, du coup, c'est de l'investissement au sens philanthropique du terme. Voilà, mais c'était une bonne question. Merci Miguel. Bonjour Pile, ici Miguel de Bruxelles. Into the Wind, c'est aussi une magnifique aventure entrepreneuriale. Quelles ont été tes découvertes, apprentissages, moments difficiles depuis les débuts? Bonne journée. Eh ben merci pour cette question. Je pense qu'on pourrait tenir 2 heures, tellement on a appris de choses. Parce qu'en fait, au départ, on savait rien. Axel et moi, on a un profil au départ de journaliste de presse écrite. C'est pas le job le plus moderne du monde au départ. On n'est pas digital native, on n'est pas entrepreneur. On a vécu une vie de salarié, après une vie de freelance, et on n'a pas du tout de dimension entrepreneuriale. Tip & Shaft change le jour où on rencontre Frédéric Chevance, qui nous dit après le premier festival qu'on organise au Grand Rex en février 2020, qui nous propose de monter une plateforme de vidéo à la demande. Et en fait, on s'associe avec lui pour développer Tip & Shaft globalement. Et l'été d'après, on fait une levée de fonds, donc on rentre dans une logique de start-up. Donc là, déjà, on apprend énormément de choses sur comment on construit une boîte, comment on fait un budget, comment on convainc les investisseurs, enfin même les mécaniques juridiques, tout ce qu'il y a autour de la création d'une boîte. Et ensuite, on ne fait qu'apprendre. Donc moi, je vis une vie assez particulière, c'est-à-dire qu'à l'âge où vous facturez le plus cher votre expertise et vous êtes en haut de votre courbe d'expertise, moi, je suis reparti à 0. Donc on a tout appris. Je savais pas lire un compte de résultats, je savais pas lire un bilan. Je sais toujours pas très bien lire un bilan, pour être honnête. J'avais jamais fait de contrat de travail, j'avais jamais embauché personne, j'avais jamais managé personne. Et donc du coup, on apprend tout. Alors ça, c'est très très c'est très gratifiant, parce que du coup, apprendre est quand même un truc assez sympa. C'est le moteur de beaucoup de gens. Donc là on est servi. Et moi en particulier, puisque peut-être plus qu'Axel, je m'occupe de la partie justement gestion de la boîte. Je savais un petit peu vendre. J'avais créé une boîte pour faire la route du Rhum, mais ça avait rien à voir, quoi. Et là, on parle pas des mêmes chiffres, on parle pas de la même ambition, on parle pas de tout ça. Donc, c'est quelque chose en fait que vous ne voyez pas forcément. Vous êtes quand vous lisez la newsletter, vous en rendez pas forcément compte. Quand vous écoutez le podcast, vous en rendez pas forcément compte. Mais la dimension entrepreneuriale aujourd'hui, en tout cas chez moi et chez les associés, elle est supérieure au reste. C'est devenu notre métier à plein temps. On est parti journaliste, on est devenu patron. Ça fait même encore bizarre de dire ça. Et donc, alors pour le coup, alors là, comme tous les entrepreneurs, il y a des hauts, des bas, il y a des très très hauts, il y a des très très bas, il y a des. C'est ce qui est assez épuisant d'ailleurs, c'est qu'il n'y a pas de, en tout cas nous, on n'a pas encore réussi à trouver la vitesse de croisière. Ça reste Tip & Shaft, ça reste un cheval fou, un IMOCA lancé au Reaching dans la mer croisée après le passage de front. Voilà, pour ceux que ça peut, si ça peut vous laisser imaginer quelque chose, voilà à quoi ça ressemble. Donc tant que le plaisir de la découverte et de l'apprentissage est supérieur aux difficultés et aux tensions inhérentes à la vie d'entrepreneur, ça va.
C'est pas toujours le cas, mais pour l'instant, on continue à être, ça continue à être incroyable. Bonjour Pierre-Yves, Alan de Guadeloupe. 2 questions. Y a-t-il un podcast qui a fait monter une telle émotion ou empathie où tu as été obligé de stopper l'enregistrement puis pour faire une pause? Deuxième question, y a-t-il une histoire lors d'un podcast qui t'a complètement scotché, qui t'a décontenancé, où tu t'es dit ce gars est vraiment, vraiment barjot? Merci. Écoute, c'est une question un peu compliquée. J'y ai en partie répondu dans les échanges précédents. J'ai un podcast qui me vient en tête où effectivement, mais du coup j'ai pas envie de dire qui c'est, donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais où on a dû arrêter pour plein de raisons, parce qu'il y avait un trop plein d'émotions on a dû arrêter l'enregistrement et on l'a repris après. Et normalement, vous ne vous êtes rendu compte de rien. Mais je ne vais pas dire qui c'était. Et après, il y a un moment où je me suis dit il y a 2 moments où je me suis dit que ces gens-là étaient quand même pas faits du tout du même métal que nous. J'en ai déjà un petit peu parlé, le podcast de Bernard Stamm, quand il raconte son sauvetage, franchement, si vous pouvez réécouter-le, hein, c'est sur la fin du podcast. Il raconte son sauvetage, donc c'est vraiment une séquence incroyable, et surtout la simplicité avec laquelle il le reconnaît, où on se dit mais c'est pas possible, quoi. Franchement, écoutez-le, c'est un moment c'est une pièce d'anthologie, mais c'est pas vendu comme tel, donc il y a pas d'emphase, il y a pas de c'est juste scotchant. Et après, j'en ai parlé un petit peu au début, le podcast avec Marc Guillemot m'a beaucoup marqué, parce que avec lui on a plongé dans les années 80 et dans une époque où on l'a complètement oublié, hein, où les marins en course, il y avait des marins qui disparaissaient à la mer. Ça, ça n'arrive plus. On est plus habitué, et quand ça arrive, on est choqué. Mais dans les années 80, ça arrivait régulièrement. Et Marc l'a vécu à plusieurs reprises. Et je me suis rendu compte, en fait, en faisant l'interview et dans le fil de la discussion, que lui, il avait vécu le chavirage de jet service au large de l'Espagne, et donc il reste 3 ou 4 jours. Hein. On est au large de l'Espagne. Aujourd'hui, les hélicos, les avions viendraient, mais là, c'était pas du tout les mêmes conditions. Et lui est blessé, Patrick Morand est blessé, il y a un garçon qui a disparu. Et il raconte lui aussi avec beaucoup de simplicité et sans emphase et sans en faire des tonnes du tout. Il raconte ces jours à attendre. Alors lui, je crois qu'il est de mémoire, il a le bassin cassé. Enfin, c'est très très chaud, très 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 chaud. Et il le dit comme ça, comme il vous raconterait qu'il allait faire les courses chez Carrefour, quoi. Et puis ensuite, 10 ans plus tard, la même année, il perd un équipier. Il perd un équipier sur une course de l'Europe de mémoire et à l'été, et il repart en mer quand même, alors que tout le monde est choqué. Il repart toujours, hein. Et sur la traversée Jacques Vabre, c'est lui qui va au secours de Jean Morel qui a chaviré, et avec Paul Vatine qui a disparu. Et là, on s'est dit que quand même le gars avait, enfin, je me suis dit que le gars avait des cicatrices et qu'il acceptait d'en parler avec beaucoup de simplicité. Et moi, ça m'avait beaucoup impressionné. On était dans son chantier, il était tard le soir, ça faisait déjà quasiment 4 heures qu'on discutait, et je me suis dit, putain, les gars, ils sont, c'est des rudes, quoi. Ils ont vécu des trucs et qu'on a oublié. Et voilà. Et ça m'avait beaucoup marqué. Bonjour Pierre-Yves, et merci pour ce podcast Into the Wind qui me passionne. Que dirais-tu d'intégrer dans tes interviews, je dirais des profils un petit peu moins professionnels, je dirais des semi-professionnels qui arrivent à concilier la mise en place de projets voile avec une activité professionnelle. Je pense notamment à ceux qui participent à la Transquadra, à la Global Solo Challenge ou autres. Voilà, merci et bonne continuation. Eh ben, merci pour cette question. Et pourquoi pas. Pourquoi pas. Après, tout à l'heure, j'ai dit l'angle. Donc, du coup, pour Into the Wind, il y a un cahier des charges. C'est qu'il faut avoir quand même pas juste fait une Transquadra, avec beaucoup de respect pour la Transquadra, hein, mais il faut avoir un peu plus de choses à raconter que juste une course. Je dis ça fait un peu exigeant, mais voilà, c'est aussi pour ça on a peu de profils jeunes. C'est aussi pour ça, et on y reviendra, où il y a peu de profils féminins. Mais comme on retrace des carrières et des trajectoires, il faut que cette trajectoire elle soit assez longue.
Mais après, moi, j'ai pas d'a priori sur les profils, mais voilà, disons qu'il faut avoir plusieurs années, de nombreuses années de mer à raconter, quoi. Donc j'ai pas d'a priori. Voilà, encore une fois, c'est le format. C'est des marins qui racontent leur parcours et pas juste une épreuve. Donc ça pourrait être un concurrent de la Transquadra, mais qu'il en ait fait plusieurs et qu'il en ait fait avant. Voilà, mais j'ai pas d'a priori de ce point de vue-là. Bonjour Pierre-Yves. Alors j'ai une petite question un peu plus légère peut-être que la moyenne. Jonathan, dans le Finistère Nord, en Ben Morlaix, avec nos petits copains du Muscadet, on se posait la question si tu voudrais pas émettre un nouveau format qui pourrait s'appeler Tip and Shot. Tip and Shot, ce serait un peu une idée de parodie des recettes pompettes avec Antoine Decaune, où tu reçois un invité sur un format extrêmement court, enfin ça dépend de la ténacité, avec Jean Le Cam ça peut être un peu plus long peut-être, ou une question, un verre de jeu, un shooter, une question, un shooter. Voilà, dans un mode un peu plus déconne. Voilà, c'était les paroles un peu idiotes de Jonathan dans le Finistère Nord. Salut Jonathan, écoute, je pense que c'est une bonne idée. Et par contre, je pense que je suis pas capable du tout de le faire parce que je ne tiens pas du tout l'alcool. C'est-à-dire que moi, au bout de 2 questions et 2 shooters, je serais déjà parti en vrille. Donc pourquoi pas, mais pas avec moi. Mais c'est Tip and Shot, c'est une bonne idée. Chez Tip and Shot, on a un canal. Dont je ne dévoilerai pas le nom et qui se fait uniquement à l'oral. C'est pas un canal on travaille sur Slack, mais c'est pas un canal écrit où on a tous les cancans de la voile. Mais on le fait que par oral, comme ça il n'y a pas de traces. Je peux vous donner le nom, ça s'appelle pas Tip and Chat, ça s'appelle Trick and Chat. Voilà, maintenant vous savez tout. On devrait créer une adresse email, comme ça vous pourrez nous envoyer tout ce que vous savez, mais c'est pas pour publication et c'est uniquement pour nous. Donc il n'y a jamais de traces écrites. Donc ça ne fera pas l'objet d'un podcast et ça fera pas l'objet d'un nouveau format. Salut Pile, Pierre de Seine-Maritime. Merci, bravo, je suis fan des 3 podcasts. Je voulais savoir si on pouvait aussi évoquer des sagas de sponsoring, des sagas de bateaux, des sagas de famille. Je te donne en vrac Gitana, Fleury-Michon, Sodebo, qui ont marqué ces 30-40 dernières années. Jusqu'à des sagas familiales comme les Escoffier, enfin des trucs géniaux qui existent et qu'on peut développer au-delà d'une seule personne. Bravo. Eh ben merci pour la suggestion. Alors c'est une bonne idée. Maintenant on a une règle chez Tip and Shaft, c'est une bonne idée est bonne quand on peut l'exécuter et qu'elle est financée. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, je pense que pour ce qui est du podcast, on peut faire beaucoup de choses. Par contre, dès qu'on sort du format talk, c'est-à-dire une interview à 1, 2 ou 3 ou 4 personnes, et qu'il faut produire du son, des archives, du reportage, là on sort on est dans des catégories de financement qui sont plutôt celles actuelles du podcast. Mais par contre, on a beaucoup d'envie de faire ça et on pourrait faire l'histoire du Vendée Globe en 6 épisodes dans un podcast format natif. Avec des archives, des interviews, les anciens, les nouveaux, les récits de sauvetage, on peut faire, le format audio se prête à beaucoup de choses. Mais par contre, dès qu'on sort du format talk, on est sur des modèles de production qui sont différents de celui-là. Donc, par exemple, on n'arrive pas à le faire à la fréquence qu'on fait Into the Wind ou Pause Report ou Navigante. Donc déjà, on sort 3 podcasts. Du coup, si on me fait 2 Into the Wind par mois, 2 navigantes et 4 pause report, on sort 8 podcasts par mois. Déjà, je sais pas si vous voyez le rythme et l'intensité du rythme pour parvenir à le faire. Donc, on a peu de bandes passantes pour le faire d'autres trucs. Maintenant, si jamais on a un sponsor qui nous dit on est prêt à faire cette saga-là, par contre, c'est pas du tout, c'est plus du tout les mêmes budgets. Mais par contre, moi j'adorerais faire ça. On a réfléchi 1 ou 2 fois et il y a beaucoup de potentiel. L'audio pour ça est assez génial. On peut vraiment faire des trucs. Des trucs incroyables. Salut Pierre-Yves, salut Tip and Shaft, Sylvain de l'Armor Plage. Tout d'abord, un grand merci à toute l'équipe pour votre podcast de qualité que je prends plaisir à écouter à chaque fois qu'il y a une nouvelle sortie. Ma question, elle est pour toi, Pile.
Ça fait 99 épisodes que tu fais parler tes invités, que tu leur demandes de raconter des anecdotes, des faits, des expériences qui les ont marqués en mer et leurs souvenirs. Moi, ma question, elle est de savoir quel est toi ton souvenir, quelle est toi ton anecdote ou le fait marquant que tu peux nous raconter ici, puisque si je dis pas de bêtises, il y a quelques années, tu sillonnais beaucoup les mers également comme tes invités. Donc voilà, est-ce que tu as un fait marquant, une course, quelque chose que tu as vécu en mer qui t'a marqué et que tu peux partager avec nous? Merci et bonne journée à tous. Ciao. Salut Sylvain, merci pour ta question. Elle est vaste, donc c'est compliqué de choisir. Je l'ai raconté une ou deux fois et je l'ai raconté sur le blog Au Large quand il existait. Malheureusement, il n'existe plus et quand je suis parti de l'Express, il a été fermé. J'ai perdu 600 articles. C'est un vrai regret. Mais je faisais des comptes rendus de courses très très fournis. J'ai la chance d'avoir pas mal de mémoire, donc du coup je me souvenais de tout, les bascules et tout, etc., etc. Vous pouvez encore en trouver quelques-uns sur le blog d'Altaïd, de Jacques Frassan, qui a longtemps été mon sponsor. Mais j'ai un souvenir assez précis d'une participation à ce qui s'appelait à l'époque la Mini Pavois, qui était la grande course entre la Select 650 et la séquence Trophée Map Fastnet à Dordogne, qui était une course qui partait de La Rochelle, contournait l'île de Ré, allait virer des bouées devant Riron, remonter, on contournait l'île Dieu et on rentrait à La Rochelle. Et donc c'est en 2000, je crois que c'est en 2008. Je voudrais pas dire de bêtises, mais je suis comme les gens que j'interviewe dans Into the Wind, je l'oublie au fur et à mesure. Et je pense que c'est 2007, parce qu'il y avait Yves Leblévec qui était en proto sur Actual. Et voilà, je raconte souvent ce truc-là parce que moi j'ai adoré courir en solitaire à côté de mon taf parce que ça m'obligeait à faire des trucs que je pensais pas être capable de faire. Donc ça, c'est quand même l'une des grandes vertus de la navigation solitaire. C'est que vous allez chercher des choses qui ne sont pas dans le manuel, quoi. Vous faites des trucs. Moi, ça m'a fait beaucoup grandir parce que je faisais des trucs que je pensais pas être capable de faire. Voilà. Et ça, et en particulier le mini, la première fois que vous dites, ok, il y a 30 nœuds, les mecs autour de moi, ils ont envoyé le petit spi, j'ai envoyé le petit spi, mais j'ai jamais envoyé le petit spi par 30 nœuds. Eh ben on va essayer. Et puis ça passe pas, on recommence, etc., etc. Et là, sur ce mini pavois-là, on passe on contourne l'île de Ré, je suis dans le paquet de tête, et j'ai un ciré, une paire de baskets et un blouson léger au-dessus. Et on est à la bagarre avec, je me souviens qu'il y avait Francisco Lobato qui était là, sur le 607. Et on commence à glisser dans le golfe de Gascogne, et on savait qu'il y avait du nord-est assez fort qui rentrerait, et il rentre au fur et à mesure de la nuit, on est sous Jennaker, et en fait je me fais prendre un peu comme un bleu, alors que j'ai déjà un peu d'expérience, et je suis bloqué à la barre, en fait, le vent est trop fort, la mer est trop forte, c'est de nuit noire, on voit pas la mer, et du coup on fait toute la nuit sous Jennaker, un riz Jennaker, le bateau marche à 15, 16, 17 nœuds, c'est en Pogo 2, c'est une autre époque, il y a plus de 15 ans, quoi. Et au petit matin, en fait, j'ai froid, j'ai faim, je suis très fatigué parce que j'ai pas à manger. J'ai fini la bouteille d'eau qu'il y avait dans la poche à bout qui est à côté. Je peux pas lâcher la barre. Le pilote va pas tenir. On va trop vite. Il y a trop de mer, trop de vent. Et au petit matin, en fait, le jour se lève et là, je vois la mer, en fait, qui est démontée. Il y a 3 mètres de vagues et on a parcouru, je me souviens, on avait fait 13 nœuds de moyenne pendant 6 heures. Par contre, je suis complètement épuisé, déshydraté, et je suis complètement crispé à la barre. Mais par contre, je suis dans le paquet de tête et je me fais doubler par un proto au petit matin qui me demande ce que je fais là. C'est Olivier Cuisin qui travaille chez Malizia aujourd'hui, je me souviens bien, qui est sur Bon Pied Bon Oeil. Et du coup, j'arrive à rouler le Jennaker, j'arrive à renvoyer mon Solent à l'avant, et à descendre à l'intérieur pour essayer de me faire à manger. Et en fait, j'ai tellement froid que j'ai plus la force dans les pouces pour allumer le briquet pour mettre le réchaud en marche. Et donc, du coup, je mets un pouce, ça marche pas, j'arrive pas à appuyer dessus, tellement j'ai froid. Je mets 2 pouces, parce que rien qui vient, avec 2 pouces, il y a rien qui vient. Et du coup, je mets le menton, en plus des 2 pouces, sur le briquet pour le déclencher. Et là, il se met en marche, il y a une grande flamme qui sort, et du coup, ça me brûle le bout du nez. Donc, je suis arrivé 2 jours plus tard avec je me suis protégé le nez pendant 2 jours parce que je m'étais brûlé le nez avec le briquet tellement j'arrivais pas à mettre le réchaud en marche.
Et personne me croyait quand j'avais mon nez tout rouge avec plein de crème dessus. C'était pas un coup de soleil, c'était juste le briquet du réchaud avec lequel je m'étais brûlé. Tellement j'avais plus de force pour l'ouvrir. Et là, je me suis vraiment dit, mais où est-ce qu'on va faire des trucs pareils, quoi. Ça m'avait beaucoup marqué parce que voilà, la course en solitaire, en particulier quand vous êtes un simple amateur, elle permet d'aller faire des choses dont vous ne vous sentez pas capable si on vous demande de les faire, quoi. Et ça, c'était assez génial. Voilà pour une anecdote de Nav. Bonjour, Franck de Trégastel. Merci pour toutes les informations que vous nous transmettez via les différents podcasts et newsletters. Sinon, j'aurais juste une question pour savoir, est-ce que Francis Joyon a déjà été interviewé? Je voudrais bien avoir son opinion sur, bien sûr, la voile actuelle, mais aussi tout ce qu'il a vécu. Merci. Bonne journée. Salut Franck, écoute, même chose, un peu comme Kersozon, Joyon est très demandé, mais on lui a proposé une première fois, il avait décliné, et du coup j'ai demandé récemment une deuxième fois. On va voir si j'aurai plus de chance à la deuxième fois. Mais oui, moi ça m'intéresserait beaucoup. Et puis il y a un petit challenge quand même pour un journaliste d'interroger Joyon sur du long. Voilà. Après, je pense qu'effectivement il a plein de choses à raconter, beaucoup de choses à raconter. Faut juste qu'il ait envie. Voilà. Salut Pierre-Yves, salut Tip & Shaft, Eric, marin d'eau douce en Ile-de-France. Est-ce que tu as déjà envisagé d'interviewer des marins étrangers, des gens qui naviguent en France comme Pip Air ou Kojiro Shirayashi, ou des marins plus lointains, je sais pas, comme Caroline Brouwer ou Misha Hamshak. Je sais pas, je pense aussi à Pointure, Glenn Ashby, Jimmy Spithill, la liste est longue, mais j'ai eu la chance d'en croiser quelques-uns sur des événements où ils ont plein d'histoires à raconter. Alors j'imagine que la logistique de traduction est compliquée, mais ça pourrait être vachement intéressant. Merci pour ce super podcast et bon vent. Merci Eric. Donc j'ai déjà répondu, mais oui. C'est très intéressant. 2, je pense que le format traduction, le format interprétation avec une couche audio par-dessus ne se prête pas au long et est très compliqué à produire. Et 3, je pense que tôt ou tard on va y arriver. Après, il y a un excellent podcast qui est fait, je viens d'oublier son nom, évidemment. Après, si vous voulez écouter un bon podcast en anglais, il y a Shirley Robertson, qui est une athlète anglaise, écossaise même, je crois, qui fait un super podcast où elle reçoit les grands de ce monde anglo-saxon. Donc voilà, vous trouverez ça très, très facilement sur Internet. Bonjour, Nicolas du Pays Bigoudin. Je voulais savoir quel navigateur vivant de la période de Christophe Colomb à Éric Tabarly vous auriez aimé interviewer. Merci. Alors, comme dit précédemment, Tabarly, ouais, ça aurait été très intéressant. Et Christophe Colomb, ça va être pas mal. Hein. Est-ce que vous avez suivi ou Magellan? Voilà, Magellan, ça. Christophe Colomb, c'est bien aussi. Hein. Magellan, ça aurait été top. Et est-ce que vous vous souvenez que dans le podcast, l'épisode avec Jean-Yves Bernot, est-ce que vous vous souvenez que Jean-Yves raconte qu'il a calculé les polaires des caravelles de Magellan? Voilà. Donc je me ferais bien Magellan avec Jean-Yves Bernot, qui est un grand spécialiste de Magellan. Et ça aurait été incroyable. Je pense qu'il y a des femmes qui naviguaient dans les années 20, 30, Virginie Herriot, voilà, qui aurait été ça aurait été vraiment aussi hyper intéressant, quoi. Et une époque où on naviguait peu et il y avait encore moins de femmes qui naviguaient. Salut Mignon, c'est David de Sœur Marie-Thérèse des Batignolles. Alors de mon côté, ce que j'aimerais que tu nous racontes, c'est comment un jeune journaliste installé dans un magazine de renommée nationale décide un jour de quitter Paris, ce qui semble banal aujourd'hui mais qui était extrêmement novateur à l'époque, pour s'installer et retourner dans sa province et créer une société qui apparemment a très bien prospéré. Un Into the Wind sur Tip & Shaft, c'est ce que j'aimerais entendre bientôt. Ciao. Salut David. Alors, peu de gens savent ce qu'est Sœur Marie-Thérèse des Batignolles. C'était le bateau de David et c'était un coco quand je faisais du mini en Méditerranée. Et c'était un coco qui marchait très très bien parce qu'avec son équipier, c'était des anciens du 4-7 de mémoire, David. Tu me corrigeras dans les commentaires si nécessaire. Et ils faisaient très très bien marcher leur coco et notamment on a fait un triangle du soleil il y a 25 ans où dans la pétole au petit matin de la première étape
il faut que vous entendiez un jour. Je crois qu'on en parle dans le podcast de. Je me demande si on n'en parle pas dans le podcast avec Arnaud Boissière. Arnaud Boissière et Bestaven courent dans le triangle du soleil et pensent être en tête. Et puis au petit matin, ils voient un bateau rouge qui les rattrape. Ils regardent à la jumelle, on dit mais c'est quoi ce proto, etc. Et en fait, c'est pas un proto, c'est un coco qui est en train de les rattraper dans la pétole. Et c'est cette fameuse sœur Marie-Thérèse des Batignolles. Écoute David, pour répondre précisément à ta question, mon départ pour la Bretagne n'est pas daté chronologiquement de manière précise. Comme beaucoup de gens qui travaillent à Paris qui faisaient du bateau, je prenais le TGV très très régulièrement. Et dès mon plus jeune âge professionnel, je faisais des allers-retours, d'abord le vendredi soir puis le dimanche soir, et puis après on a eu le droit de partir le jeudi soir, de faire le vendredi en télétravail, bien avant l'heure. Puis après on a eu le droit de rentrer le lundi matin, voilà. Donc c'était aussi un peu la flexibilité du métier de journaliste. Et puis j'ai beaucoup couvert la Bretagne en reportage. Donc du coup ça permettait de vivre déjà à distance. Et puis effectivement après j'ai eu une séquence de télétravail grâce à mon patron de l'époque qui s'appelle toujours, qui est plus mon patron, qui s'appelle Michel Feltin. Et on pouvait travailler à distance. C'était très innovant pour l'époque. C'était en 2010, 2011, 2012, là, par là. Donc il n'y a pas eu de frontières précises. Et puis après, il se trouve que quand j'ai fait une année entière à préparer la route du Rhum 2014, donc sur toute l'année 2014, là j'avais une femme et un premier garçon en Bretagne. Donc du coup, j'étais domicilié en Bretagne avec des allers-retours sur Paris. Et donc ça s'est fait assez naturellement avant que ce soit définitif. Voilà, mais c'est une histoire assez commune pour le coup, avec plein de gens font ça aujourd'hui. Autour de nous, on a plein de copains qui vivaient à Paris avant et qui viennent vivre dans la vallée de la course. Salut, ici Jérémy. Alors je sais pas si ça a déjà été proposé, mais j'imagine que oui. N'empêche que j'aimerais bien avoir le grand flashback de Pierre-Yves Letroux pour voir un peu comment on en est arrivé à là. Allez, à plus. Alors oui, du coup effectivement, ça a déjà été fait. Je vais pas revenir dessus, mais si tu écoutes ta question et que tu as entendu la réponse précédente, elle n'a pas varié. Elle n'a pas varié depuis. Salut Pierre-Yves, Hugo de Lorient. J'ai 2 questions pour ce 100e épisode. La première, c'est plus par rapport à des anecdotes des 99 premiers épisodes qui auraient pu avoir des rushs que tu aurais perdus ou des rushs non utilisables, des histoires un petit peu drôles, des behind the scenes que l'auditeur ne connaît pas sur des interviews que tu as pu faire, des trains que tu as loupés ou ce genre de choses. La deuxième question concerne plus l'avenir du podcast. On a vu sur cette dernière saison que tu t'étais approché de gens qui sont plus satellites que marins, des directeurs de course, des photographes de mer. Est-ce que cela veut dire que la source se tarit un petit peu ou est-ce que tu as encore un long tableau Excel avec plein d'autres épisodes en vue ou comment est-ce qu'en fait finalement tu vois la suite de ce podcast? Et une question bonus, à quand le Into the Wind de Pierre-Yves Letroux avec un flashback en bonne et due forme? Merci pour tout, à bientôt. Salut Hugo, merci pour ta question. C'était deux très très bonnes questions. La troisième, du coup, j'ai déjà répondu à plusieurs reprises. Je sais pas si ça a beaucoup d'intérêt de faire un Into the Wind en entier sur mon cas particulier. Après, moi, je peux tenir 4 heures tout seul sans problème. Il faut juste trouver l'intervieweur, quoi. Donc, pour répondre à ta question précisément sur les behind the scenes, comme tu dis, c'est une angoisse permanente que l'enregistrement, au bout de 2 heures, 3 heures, n'ait pas fonctionné. Je peux vous dire que c'est un stress permanent. Ça m'est jamais arrivé de perdre l'enregistrement, mais ça m'arrive à chaque fois d'avoir peur. Ça m'est arrivé une seule fois et c'était pas sur Into the Wind, c'était sur un podcast entre guillemets, on appelait pas ça encore comme ça à l'époque. Quand je travaillais à l'Express, on faisait des petites émissions autour du salon nautique qu'on diffusait sur le site. Et j'ai reçu Robinèche, moi qui étais planchou, c'était incroyable pour moi de recevoir et d'interviewer un type qui était sur les murs de ma chambre d'ado en poster. Et on fait une demi-heure d'interview et ça n'a pas enregistré. Je crois que je m'en suis jamais remis et je suis toujours en stress post-traumatique de ce truc-là. Et donc, ce qui fait que je vérifie tout le temps. Et ça m'est pas arrivé. Ce qui m'est arrivé, il m'est arrivé 2 choses. Sur le petit enregistreur, en fait, faut appuyer 2 fois sur le zoom qui est juste sous mon nez, là. Faut appuyer 2 fois sur le bouton REC pour enregistrer. Et avec mon camarade Yann Ryu, qui est un vieux copain de la Mini, quand on a fait son Into the Wind,
je me suis aperçu au bout de 20 minutes que j'avais pas appuyé une deuxième fois sur Rec. On avait vraiment l'air... j'avais vraiment l'air idiot, quoi. Donc on l'a refait. Et c'est pas facile comme exercice. Donc merci à lui. Et surtout, je savais pas où me mettre. Ça faisait pas sérieux, quoi. Et la deuxième chose, j'ai fait un jour un podcast avec Damien Seguin, qui habite à Auray. Je me suis pointé. On a fait les présentations. Il m'a servi un petit café, une part de tarte. Il y avait sa responsable de com qui était là, sa femme qui était là, et on était tous les quatre. Et puis j'ai dit bon bah on y va. Et il me dit ouais. Et là je me suis aperçu que j'avais oublié mon matériel d'enregistrement à Lorient. Voilà. Et là on a vraiment l'air idiot. Donc on a recalé une date. Je suis reparti. La queue entre la queue basse comme on dit. Et vraiment ça faisait pas sérieux, quoi. Voilà pour les deux billets dessinés. Et ensuite tu as une excellente question sur la source qui se tarit. Et oui, la source se tarit. Et effectivement, c'est pour ça que on élargit le concept de marin aux gens qui sont autour des marins. Et je crois, d'abord il y a des gens très intéressants, au parcours très intéressants, et qui sont proches du monde maritime. Je pense aux photographes, je pense la vie de Jean-Marie Liotte ou de Gilles Bartin-Raget sont vraiment des moments intéressants. Les architectes, ça va être intéressant. J'ai un ou deux architectes en stock pas en stock, mais qui sont prédilés pour la rentrée. Moi, ça me va d'élargir. La question, c'est plutôt jusqu'où et sur quels critères. Donc, je pense que c'est les mêmes. Il faut des gens qui aient vécu et bien vécu et beaucoup vécu. Et puis après, vous avez dû vous rendre compte que souvent on refait des épisodes de marins qu'on a fait, comme Charles Caudrelier qu'on a fait une deuxième fois, ou comme Franck Camas qu'on a fait une deuxième fois. Et là, ce qui est incroyable, c'est que autant les premiers épisodes, en fait, ils sont assez rapides, il dure 1h30. Les débuts d'Into the Wind, c'était des formats un peu plus courts qu'aujourd'hui. Autant après, à la fois parce que ils connaissent le format, mais aussi parce qu'ils ont fait beaucoup de choses dans l'intervalle, et puis parce qu'ils sont très à l'aise, et puis parce qu'on se connaît encore mieux qu'avant. Et ben ils prennent beaucoup de temps. J'ai trouvé les deux épisodes avec Franck et Charles qui ont été faits cette année-là. Et ils ont beaucoup de choses à raconter, quoi. Et on arrive dans des détails, l'épisode avec Franck, on arrive dans des détails techniques qui sont vraiment hyper intéressants. Le récit de l'intérieur de l'Archaea Team Challenge par Charles, où il a vraiment pris le temps de tout décortiquer, est vraiment très très intéressant. Donc je vais refaire des marins que j'ai fait une première fois parce qu'ils ont fait beaucoup de choses entre temps et puis parce que ça commence à dater. Et oui, je vais essayer d'élargir. Et encore une fois, voilà, nous, je reste attaché au traitement en longueur et avec cet angle-là qui est celui du parcours et donc d'un parcours à minima un peu long. Donc ce qui fait que tout le monde ne peut pas être dans ce format de podcast. Et puis après, on s'interdit pas peut-être de faire un autre podcast. Un quatrième, voilà, plutôt sur des thématiques, d'autres thématiques. Voilà, je vais pas spoiler le truc. On réfléchit à ça et comme je vous l'ai expliqué, il faut qu'on le vende avant. Voilà, il faut que ce soit financé. Sinon on n'est pas une entreprise. Voilà. Salut Pile, c'est Sébastien de Marseille. Moi, je voulais savoir une chose. On voit que tes invités ont tendance à parler sans filtre et à beaucoup se livrer dans les épisodes. Est-ce que il y a l'un d'entre eux qui, après enregistrement, t'a dit en fait ça, est-ce que tu pourrais pas le retirer en post-prod, je suis allé un peu loin, ou ça j'aurais aimé pas le dire, voilà, un truc comme ça. Merci. Voilà, avec cette dernière question d'Hugo de Lorient, on va faire une petite pause. C'était une première salve. Comme je vous le disais, il y avait quasiment 70 questions, voire plus de 70. Écoutez, on a fait une bonne partie, et puis on va se retrouver la semaine prochaine pour la deuxième partie. Comme ça, je vous donne un petit tip sur les plateformes. Comme vous distribuez tous les 15 jours, vous faites un peu moins d'audience que quand vous distribuez toutes les semaines. Et donc du coup, quelquefois, quand les podcasts sont trop longs, c'est pas mal de les couper en deux et de les distribuer sur 2 semaines différentes. Ça augmente les audiences. Voilà, c'est un petit truc tout simple. C'est surtout que là, pour que le format soit acceptable, on va s'arrêter là. Je crois qu'on a fait un peu plus de la moitié. Donc je ne vais pas rouvrir des questions.
c'est pas la peine de renvoyer des nouvelles questions sur le WhatsApp. Même si je sais que certains d'entre vous vont le faire. On va faire une petite pause pour ce jeudi parce qu'il faut que j'envoie la bande à La Réunion chez Grégoire le Vilain pour qu'il monte tout ça. Et il y a un petit peu de décalage horaire, donc il est déjà très tard pour lui, donc il va falloir qu'il s'y mette demain matin pour livrer à 17h. Greg, encore désolé des timings, comme ça on vous fait rentrer dans les coulisses. Mais Greg maintenant est habitué à ces opérations de last minute, il dit jamais rien. Donc merci à lui, et vous pouvez le féliciter pour la qualité du taf et surtout les conditions dans lesquelles on lui livre nos fichiers numériques à travailler. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine. Merci à tous pour toutes vos questions et puis on recommence vendredi prochain. Salut.